Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve dans cette impro ciné critique slash le journal de Mickey, bien évidemment avec l'ami Romain Rimbaud. Comment ça va depuis le temps, depuis qu'on se croise tout le temps de toute façon. Ça va très bien. C'est bien. En plus, il fait moins chaud aujourd'hui, donc on est à la fraîche le matin pour faire chauffer les méninges. Et ça, c'est beau. C'est ça. Alors récemment on a fait un GOC très Oui, spécial sur le démon dans l'île. Allez voir ça sur la chaîne de Romain. Là on revient donc sur notre Mickey d'amour, bien évidemment. Pour, je sais plus la combienième d'occurrence, on n'est pas loin des 30, je pense, hein, mais ça, bon, bref. Et on a choisi une œuvre très spéciale, bon, comme 90% des films de Mickey, c'est toujours très spécial, intitulée God's Puzzle, ou en version originale, Kami-sama no Pazuru. Donc, en gros, hein, le puzzle de Dieu, puisque Kami-sama no appartenance, Pazuru, puzzle. On fait un petit cours de japonais comme ça, très simpliste, évidemment. Et bon, 2008, probablement pas le seul film qu'il ait fait cette année, on vérifie plus. Que le temps n'existe plus avec Monsieur Mickey. Mais avec un casting intéressant, puisque par exemple dans le rôle principal double, hein, parce qu'il joue deux rôles, un certain Hayato Ishihara, qui a été assez connu très jeune, adolescent et même enfant. Alors, le Ju-on 2, petit rôle, on passe, hein, parce qu'apparemment c'est pas terrible, en plus, voilà. Mais surtout, un rôle principal dans un film visiblement très très triste de Shunji Iwai, All About Lily Chouchou. Moi, j'avais entendu parler de ce film, il paraît que c'est pas joyeux joyeux, Lily Chouchou, mais à voir, du coup, peut-être un jour quand même. À ses côtés, on va citer l'actrice principale, Mitsuki Tanimura, qui est très douée d'ailleurs dans le film. Il y a pas mal de scènes ouais. où elle capte quelque chose. Il y a aussi, alors, d'autres, hein, on va pas forcément tous les citer, mais dans les rôles vers la fin, dans des scientifiques un peu membres du gouvernement, c'est pas trop, deux acteurs japonais très réputés qui ont déjà tourné chez Mickey et pas que. Kenichi Endo, qui est un de ses acteurs fétiches depuis Dead or Alive 2 de toute façon, et j'allais dire le japonais dans The Strangers de Naonjin. Parce que c'est vrai que je l'ai revu récemment là-dedans. Quand même, monsieur, et aussi dans Kill Bill 2. 1, Oui pardon. aussi. Que 2, Qui vit non, dans le non, premier. hein. Oui, oui, parce qu'il se fait Monsieur, décapiter en fait. ah bah oui, en plus, Jun Kunimura, voilà, que vous reconnaissez très vite, qui aussi avait joué dans Ichi the Killer, je crois. Enfin bon, bref. De toute façon, c'est la grande famille du cinéma japonais pour une œuvre ici produite par la Toei. On voit le logo au début, hein, on est en terrain connu et conquis. Donc c'est techniquement une œuvre de commande, comme pratiquement tous les films de Mickey. De toute façon, il prend ce qu'on lui donne et il fait ça avec sa sauce, avec son savoir-faire. Et nous sommes, alors, est-ce que c'est pas tout à fait la première fois, je crois pas, je sais plus si c'est la première fois qu'on fait un film de SF Mickey. Il y a eu The Great Yokai Wars plus dans le fantastique, mais Si dans on a la fait le tour. SF pure, il y a eu Terraform Mars. Voilà. Terraformers, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est de la SF vraiment futuriste. Et là, on est dans du présent japonais. C'est-à-dire que on est dans les années 2000 et on va suivre. Alors, c'est intéressant parce que il y a une sorte d'accélérateur, de grand collisionneur, je ne sais pas comment ça s'appelle là, de particules, tout ça. Là. C'est très à l'époque. Hein. Je crois que c'est au niveau, je sais pas si c'est pas au niveau du CERN où ils faisaient des expériences sur des mini trous noirs, tout ça. Donc, on est quand même dans une petite peur, parce que y a des gens qui pensaient qu'à l'époque, les mini-trous noirs pourraient engouffrer la Terre. D'ailleurs, c'est dit par un des personnages. Mais cette idée scientifique de trouver les mystères de l'univers. Et justement, on va suivre des jeunes là qui vont essayer de comprendre comment l'univers s'est créé et tout, et qui auraient peut-être l'idée de créer un univers à eux. Pourquoi pas? Et on va avoir deux personnages très opposés sur le papier qui vont rentrer en collision, un peu comme les particules, hein, quelque part, c'est un peu la grande thématique du film. D'un côté, une jeune femme qui est elle a 17 ans, hein, une jeune fille, Saraka Omizu, qui est très renfermée sur elle-même. On sent qu'elle a dédié sa vie à la science, qu'elle n'est pas bien dans sa peau. C'est une petite génie qui est présentée comme ça dans une sorte de, d'ailleurs dans une sorte de bulletin info américain. C'est très intéressant Mm. ça. Elle est à la recherche de ses origines. Elle a été voilà fécondation in vitro. C'est très compliqué. Quoi. Et donc très scientifique, voilà, enfermé dans son délire. Et de l'autre côté, un jeune homme qui est totalement extraverti. Alors, il fait des sushis dans une sorte de sushi bar japonais, et en même temps, il fait de la musique, un peu rock. Il fait du Beethoven rock, hein, voilà. Et alors, à la base, il n'a rien à fiche de la science. Il va prendre la place de son frangin, qui lui fait des études dans la physique, tandis que le frangin, il va partir ailleurs. On en parlera après. Frère jumeau, donc c'est le même acteur. Hein, Mm. et va donc devenir cet étudiant en physique par procuration et s'intéresser, pas vraiment en soi au début. En fait, il fait ça parce qu'il est intéressé par une fille.
tout simplement. Enfin, il accepte la mission parce qu'il y a une fille qui lui plaît. Mais très vite, il va se prendre au jeu en rencontrant Salaka et se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que du coup, cette collision de particules va se transformer en histoire d'amour? C'est un film complexe pour plein de choses. C'est pas du God's Complex, mais c'est pas loin, c'est un God's Puzzle, parce que c'est encore du mélange des genres, hein. Film de SF, mais pas que. On est un peu dans la rom-com, vers la fin presque dans une sorte de film catastrophe, thriller, etc., etc. Et on l'a pas dit, c'est adapté d'un roman qui a donné lieu aussi à quelques mangas, donc il y a ce visuel-là. On est un peu après Crowd Zero, donc il y a un petit peu... Et la façon que Mickey a de traiter la jeunesse au cinéma, c'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière parce que je pense que son prochain en salle, là, Cham, si je me trompe pas, qui sort en septembre, parle aussi un peu de la jeunesse, la famille, la jeunesse, les dualités, le Japon à l'extérieur du Japon, tout un univers Mickey pour un film où on vit dans l'univers Mickey. We live in the universe, comme le disent les personnages. Alors, sous-titré anglais. Oui, on l'a vu en sous-titré anglais, c'est assez particulier comme expérience. Mon cher Romain, je crois qu'on découvre le film, voilà, premier visionnage en parallèle. Quelle est ta première impression? Je sais que tu as dû prendre des petites traductions à côté. C'est très physique. D'ailleurs, petit trigger warning, nous ne sommes pas physiciens. Donc, c'est pas grave, parce que le film est dans des extrapolations aussi. Nous ne sommes pas musicologues non plus précisément, parce qu'à un moment, ça parle de la musique. La science et l'art mélangés. Voilà, bref, mon cher Romain, j'ai trop parlé. Dis-nous tout. Ah non. Non mais en fait moi j'étais comme tu l'as dit très bien alors, suivre un film sous-titré en anglais ça va la plupart du temps quand on est sur des éléments qui sont un peu disciplinaires, un peu précis comme ça, comme la physique, parce qu'il y a quand même un moment donné, il y a peut-être un quart d'heure quasiment du film qui est une sorte d'exposé de physique que fait le personnage principal parce pendant ce séminaire-là, parce que pour le coup il va intégrer un séminaire et une petite classe dans lequel justement ils vont réfléchir sur cette question de comment créer un univers. Et pour le coup, à partir de là, il va faire un exposé, ils vont passer chacun leur tour. Alors, factuellement, on ne va voir que lui, en fait, passer dans son exposé, son premier exposé un peu extravagant. Et là, il sort tout un tas de concepts. Et je t'avoue que moi, j'étais avec mon Google Trad à côté. Je faisais des pauses régulièrement parce que le vocabulaire physique en anglais, et déjà, en fait, que c'est pas forcément facile à suivre, je pense, même sous-titré en français, parce que finalement, Mickey, je pense qu'il joue totalement avec ça, il a parfaitement conscience, qu'il manipule d'ailleurs peut-être des concepts que lui ne maîtrise pas, mais il s'en fout, en fait. Je dirais, dans un premier temps, c'est pas ça qui l'intéresse, en fait. Il va bien plus. Le film a une descente progressive, va venir vers une humanité au fur et à mesure. On part de quelque chose de très abstrait pour progressivement, tu le dis très bien, avec cette mécanisme de rom-com, en venir à quelque chose de très très humain. Je dirais presque la réponse de tout ça, ça spoile rien, mais c'est comme si on partait de concepts très abstraits et on en vient finalement à des choses très simples que sont les sushis, par exemple. Il y a un truc comme ça, une descente progressive vers des choses beaucoup plus triviales. Donc c'est pour dire simplement que je pense que Mickey, finalement, l'abstraction physique ne l'intéresse pas tant que ça. Et en fait, ça l'intéresse pas non plus de savoir si vraiment ce qu'il fait en tant que tel est physiquement acceptable. Je pense que ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, il joue vraiment le jeu de toute la partie, on va dire, universitaire, où il joue sur quelque chose de très abstrait. Et puis progressivement, en fait, le film va beaucoup simplifier au fur et à mesure et en revenir finalement à des choses très très simples, en fait. Et je trouve que le film est intéressant pour ça. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je pense pour des raisons, encore une fois, de compréhension. Là, pour le coup, on est sur des choses où je m'interrogeais quand même, en fait, malgré le fait que au bout d'un moment, tu lâches le truc et tu te dis finalement, bon, encore une fois, je pense que la physique, c'est pas tant ce qui intéresse Mickey en tant que tel, c'est un moyen qui va l'amener à quelque chose finalement, à une simplification, à une réduction qui fait que ça devient beaucoup plus simple à la fin. Mais n'empêche qu'au début, quand tu es dans le doute, comme le film finalement, les intentions sont pas très très claires au début. Tu te dis, il faut que je me concentre sur la partie physique. Finalement, Mickey, au bout d'un moment, comme je le disais, il dit, bon, bah finalement, on s'en fout, en fait, c'est pas ça qui est important. Mais en même temps, au début, tu t'y accroches quand même en disant, je sais pas si ça va devenir important par la suite, donc je m'y accroche quand même et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais c'est un peu peine perdue. Donc en fait, le film m'a un peu largué au début à cause de ça, à cause de la difficulté à devoir traduire ses sous-titres anglais et essayer de comprendre ce que ça voulait dire en français dans une discipline avec laquelle je suis pas forcément toujours à l'aise, qui est la physique. Et finalement, au bout d'une vingtaine ou trentaine de minutes, je suis complètement rentré dedans en fait. Donc il y a ce truc-là en fait à double tranchant de dire, je vais aller dans l'abstraction de la part de Mickey. Il y a un truc à double tranchant parce que tu peux t'aliéner une partie du public, évidemment. Et en même temps, en fait, ce qu'il en fait est super intéressant derrière. Et je trouve que tout ce qu'il en fait d'humain derrière est super touchant parce que c'est servi par des acteurs qui sont vraiment intéressants. Que la partie physique, en réalité,
tu te rends compte que quand tu fais le ménage dans tout ce fatras de concepts, en fait, il y en a que quelques-uns qui importent vraiment à Mickey et qui justement sont ceux dont tu peux trouver une traduction directe de manière très triviale dans les relations humaines. Donc c'est toute cette question de particules, d'antiparticules, donc de matière pardon et d'antimatière, de particules qui s'opposent et qui vont se retrouver attirées irrémédiablement les unes vers les autres. Là, finalement, c'est le plus simple. C'est finalement ce qu'il y a de plus compréhensible et c'est de ça qu'il veut parler en fait derrière. Et il y a cette idée, tu le dis très bien, de cette relation qu'il va entretenir avec cette jeune femme qui n'est pas la jeune femme qu'il est venu en fait séduire dans un premier temps, qui est d'ailleurs assez vite partir dans un truc. La jeune femme, il va se retrouver finalement captivé par la personnalité d'une autre jeune femme très très vite, hein, parce que ça arrive dès le début de sa première rencontre, on sent qu'il y a quelque chose qui se fait et que c'est pas du tout la jeune femme qu'il est venu chercher. Et puis cette relation qu'il y a avec son frère qui est très intéressante, où finalement ils sont deux opposés qui s'attirent aussi, et en même temps qui se repoussent, avec son frère jumeau qui est plutôt un scientifique et qui va progressivement aller vers la spiritualité et la musique, et lui qui vient à la musique et qui va progressivement aller vers la physique, mais pour revenir à terme vers l'humanité en fait. Et il y a un truc intéressant en fait où il va aller se servir de ce qui l'intéresse dans la physique, parce qu'il va soudainement être complètement fasciné par cet univers physique, alors que c'est pas son truc. Il va passer une nuit notamment avant son exposé à potasser tout un tas de trucs pour arriver à son exposé, mais qui finalement est complètement phagocyté par des éléments humains, artistiques, etc. Parce qu'il y a tout un questionnement sur la spiritualité, sur la science, mais aussi sur l'art. En fait, je trouve que la conclusion du film, et on y reviendra sur le lien qu'il établit entre physique et art, est super beau en fait. Il y a un truc très beau là-dedans. Alors, moi, je suis assez bluffé par ce film qui souffre évidemment de surproduction de cahier des charges. Je pense qu'il y a un cahier des charges là. Il y a le roman de base, donc déjà, c'est une chose. Il y a la Toei derrière, mais c'est un merveilleux exemple de ce que Mickey sait le mieux faire souvent dans son cinéma, c'est-à-dire prendre possession d'un sujet et en faire du Mickey. Et j'ai même envie de dire qu'on a un magnifique alter ego. Alors, c'est pas cette photo que je voulais montrer, mais c'est marrant ça, alter ego. C'est plutôt celle-là que je voulais montrer. Ah tiens, c'est marrant, il y a un petit bug là, j'arrive pas à montrer. Bon, c'est pas grave. C'est bizarre ça, j'ai un petit bug, j'arrive pas à montrer une photo. Ah si, c'est ça, voilà. Mais bon, okay. on spoil sans spoiler ce qui va se passer très vite dans le film, on connaît pas dans la zone spoiler quoi qu'il arrive. Pour moi, ce jeune homme est un alter ego de Takashi Miike. C'est-à-dire que, et presque à l'envers, c'est-à-dire Mickey, on lui donne ce projet très SF physique, voilà, et il va le déconstruire très vite en mode rock'n'roll. Takashi Miike, c'est un peu le réalisateur très rock'n'roll. Ce jeune homme-là, il ne jure que par la musique et les sushis. On sent qu'il est cuisinier parce que, enfin, il a envie de l'être, quoi. L'art de faire de la cuisine, parce que oui, la cuisine est un art. On vous renvoie à pas mal de films là-dessus. Le fastin chinois, tiens, par exemple. L'art martial de cuisine, si on veut. C'est très amusant. Et cette idée de directement, dès le début du film, de faire un peu exploser son propre Big Bang, parce qu'il y a aussi une scène, on voit numériquement l'univers qui se crée, tout ça, l'accélérateur de particules, enfin le collisionneur de particules derrière et tout. Et dès l'introduction, Mickey, il nous dit, voyez, c'est pas mon film, mais ça va être mon film quand même. Déjà. Et là, on a, je pense, l'un des plus beaux personnages mickesques que celui-ci, et qui est vraiment très simpliste et tout, et qui, inversement à Mickey, donc, d'une certaine manière, lui va revenir vers le sujet physique pour essayer de comprendre la façon, on en parlera, dont il explique. Et visuellement, Mickey, comment il nous met l'explication en place, c'est exceptionnel. Parce que là, c'est le réalisateur qui prend le dessus, quand même. Après, on ne sait pas si dans les mangas, il y a déjà des choses... Enfin, dans l'adaptation manga du roman, il y a peut-être des trucs où il a puisé dedans. Mais dès le début, moi, je trouve que Mickey place, hop, il donne la couleur. D'ailleurs, il annonce la couleur. D'ailleurs, je ne sais pas si, à un moment, il regarde la télé et non, je ne veux pas voir du sumo, je veux voir du rock. Ça me fait marrer. Et il y a un chanteur de rock japonais, de J-rock, un peu teint en blond. Et je me demande si on l'a pas vu dans un autre film, peut-être Crowd Zero ou un ou deux, à vérifier. Je ne sais pas si c'est... Si tu vois ce que je veux dire. Il y a des scènes si. Je pense que c'est pas le même. À vérifier, mais j'ai pas dans le casting, j'ai pas trouvé exactement. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas un des plus fascinants jeunes alter ego de Mickey? C'est-à-dire que la jeunesse, sa façon de faire du cinéma, il le fait à façon adolescent des fois. Et quelque part, on le retrouve ici aussi. Bah, je trouve que, d'ailleurs, c'est par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis sur la question effectivement de cet alter ego jeune, moi je trouve que c'est pour le moment, j'entends par rapport à tout ce qu'on a vu, peut-être qu'il y a autre chose, mais je trouve que c'est un des films dans lequel Mickey a un regard. On l'avait déjà dit, il y a toujours une ambiguïté dans son rapport à la jeunesse, en fait, où on sent quand même qu'il a ce truc-là de. On a toujours dit qu'il était un petit peu entre deux, entre un truc un peu conservateur et un truc quand même où il faut tout casser, en fait, et avancer.
Et il a toujours ce truc un peu ambigu par rapport à la jeunesse, où à la fois la jeunesse, il trouve qu'elle est un peu chiante, la jeunesse japonaise, il s'ennuie un petit peu avec, et il sait pas trop quoi en faire, et il a envie de on va dire les pousser à avancer, à créer, etc. Mais en même temps, il trouve que aussi, il déborde un peu trop du cadre aussi parfois. Il faut un peu recadrer le truc et revenir à quelque chose finalement d'un petit peu cadré. Et en fait, là, je trouve que dans ce film-là en particulier, il a un regard extrêmement positif et optimiste sur la jeunesse. En fait, c'est hyper étonnant. Allons en tout cas de ce personnage-là, en fait, qui est un personnage qui va revenir finalement à la question de la tradition, qui a quelque chose de très traditionnel, les sushis, évidemment, et qui à côté a ce côté complètement tu vis très bien, très Mikest, très très rocker, très très punk aussi, qui fait son truc, qui est dans une sorte de foisonnement créatif continuellement. Moi j'adore en fait ce moment. Pour revenir à ce truc-là, moi j'aime beaucoup la manière dont il l'expose en fait déjà. Tu le dis très bien, c'est-à-dire que en deux plans. C'est-à-dire on est d'abord dans sa chambre, il va frapper sa guitare, et donc il y a un raccord mouvement qui permet de passer dans la rue, et dans la rue il commence plus dans cette rue où tous les gens vont dans le même sens, une rue japonaise un peu typique, etc. Il arrive et il fait son morceau. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en deux plans, il te montre finalement cette chambre d'ado avec ce mec qui se fait un peu chier, qui a envie de sortir et qui part dans la rue et qui joue, qu'on n'a rien à foutre. Et il y a ce truc-là en fait dans ce personnage qui, en deux plans, il t'expose complètement qui il est. En fait, moi, j'achète complètement le personnage tout de suite. Et même dans les moments justement où le film devient très complexe physiquement, ou en tous les cas donne les atours, donne l'apparence du fait qu'il est très complexe physiquement, c'est fait avec ce côté très, très nonchalant de ce personnage-là quand il essaie d'expliquer la physique. Moi, la physique me fait chier, mais quand j'entends ce mec-là me parler de physique, j'adore la physique en fait. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais il a l'air très rock'n'roll, il joue avec ses petits nounours là en gélatine qui va couper en deux pour expliquer, etc. Ça, je trouve ça super en fait. C'est-à-dire que là, il y a un truc où, et en même temps, il y a ce truc-là avec ses professeurs d'université. En fait, ils sont pas si vieux que ça, mais qui sont très rigoureux, très, très dans leur cadre d'universitaire. Et lui va venir un petit peu dynamiter le truc de l'intérieur. Et je trouve ce personnage, effectivement, comme, et tu le dis très bien en fait, c'est ce que fait Mickey. C'est-à-dire qu'on fait une commande, lui, il va à l'intérieur de ce truc-là, et comme très souvent, il ne peut s'empêcher de dynamiter le système de l'intérieur. Il ne peut s'empêcher dans cette collision qu'il va avoir avec un truc qui lui est imposé, de faire exploser le truc et de faire une sorte de foisonnement créatif. C'est-à-dire que dans le film, il y a de l'animation, il y a des sortes de moments de numérique un peu étranges, il y a des inserts de liens qui câblent, on va en parler puisque c'est Ah le oui, plan un petit peu voilà de liens qui câblent, où vraiment on a une souris littéralement, où le personnage qui va aller cliquer dessus pour pouvoir faire émerger très souvent un flashback ou quelque chose dans tous les cas auquel on n'a pas accès et dont le film va nous donner l'accès pour le coup. Il y a plein de choses comme ça hyper intéressantes de jeu. Il y a des éléments, tu dis c'est de la SF, mais on est quand même en 2000, on est dans les années 2000 quand même. Il y a un truc très bizarre aussi d'histoire de la réalité. Il y a quelque chose de presque uchronique en fait dans la manière de traiter le truc, où si on avait créé ça, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? On est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Tu vois, on a plein d'éléments un peu étranges. La jeune femme donc qui est un petit peu enfermée dans son appart, elle a cet étrange truc au niveau de l'œil qui lui permet de voir des choses, en fait une sorte de ouais, lunette, enfin de ouais, monocle ouais. qui lui permet de voir les choses, d'avoir accès directement aux images de son ordinateur. Il y a des moments où où il y a des choses très manga. Il y a ce trou dans son appartement qui est hyper intéressant en plus parce qu'il dit quelque chose. C'est lui qui arrive dessus, je crois. C'est lui qui arrive dans sa chambre à un moment donné et qui frappe le sol. Et donc il y a un creux qui va se remplir de flotte au fur et à mesure. Il y a des trucs super intéressants qui sont complètement surréalistes. Voilà, encore une fois, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y en a du roman, ce qu'il y en a du manga. Justement, peut-être qu'en commentaire, vous pourrez nous dire ce qu'il en est. Mais moi, j'ai eu cette impression-là qu'il est rentré quand même dans un truc quand même relativement cadré, que la Toei lui a quand même imposé. Et dans la tension, et je dirais même l'entrechoquement de particules, encore une fois, qu'il y a eu, bah, à ce moment-là, clac, est né quelque chose qui est un film profondément mickesque. Et je trouve ça super intéressant. Et ce personnage-là, pour revenir à la question que tu posais, je trouve effectivement que c'est un des plus beaux alter ego jeunes de Mickey, en fait, vraiment très très jeune. Moi, effectivement, j'ai l'impression, en voyant ce personnage-là, de voir Mickey jeune, presque, en fait, dans ce truc-là. Il y a un truc hyper intéressant là-dedans. Et c'est d'autant plus intéressant que cet alter ego-là, à l'intérieur, enfin, avec l'alter ego de Mickey, a lui-même un alter ego au sein du film, qui est son frère jumeau, et qui est aussi Oui. son opposé. Et c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que faut voir aussi ce que le scénariste a apporté, parce que là, on est sûr que c'est un vrai scénariste. Il y a une tête sur, voilà, parce que des fois, on se pose des questions. Un certain Masa Nakamura, il venait de faire ensemble avant Sukiyaki Western Ouais. Django, pas sushi, hein, Western Django, parce que ça aurait été amusant.
On reviendra sur les sushis à la fin, parce qu'en effet, sur l'aspect tradition, Mickey est toujours dans cet entre-deux assez formidable. Il envoie valser, mais pas que. Et cette idée de vulgarisation là, scientifique, volontaire et tout, c'est presque Mickey, des fois, il vulgarise un peu la façon de faire le cinéma pour en faire quelque chose de très ludique. Et c'est exactement ça. Et bon, très ludique, mais quand même, hein, on se retrouve avec ce machin dès le début. Alors c'est refait en numérique, il y a une sorte de gigantisme là. Alors, C'est super en chouette. bas, il y a la Terre, hein. On reviendra sur ce qu'il y a à côté, parce que c'est passionnant, la dualité, elle est là, une sorte de collisionneur en forme d'infini, bien sûr. Ça aussi, il y a une idée de gigantisme dans le film, à un moment. Dès le début, on se dit, oula, qu'est-ce qu'on va regarder là? Et en fait, si vous faites attention au générique, enfin l'introduction, ça raconte déjà pratiquement tout ce que le film va nous montrer. Il y a même cette grosse tempête, ce typhon qui approche. Hein. Oui. On reviendra sur l'aspect Jurassic Park du film après. Histoire de faire un hommage à Sam Neill, au passage, Voilà. professeur Grant, voilà, qui malheureusement qui nous a quittés. Mais dès ça, au début, ça fascine, hein, ça attire le regard quand même. Hein. On y est là. Hein. Le plan est génial. Et pour une fois, en fait, en plus, bon, après, on avait parlé, je crois, en off, d'ailleurs, sur la conversation d'Iso. C'est un truc qu'on retrouve, en fait, la question de l'infini, c'est quelque chose, je pense qu'on avait Oui, parlé dans bien Iso, il y a ce sûr. moment où Iso court sur un symbole de l'infini, il n'arrive pas à s'en sortir. Et je trouve que là, il y a un truc, moi, vraiment, le plan, en fait, je le trouve assez sidérant, assez saisissant, parce que, encore une fois, c'est du numérique, ça se voit que c'est numérique, mais je trouve que pour le coup, c'est vachement bien géré. Alors, effectivement, peut-être dans ce que tu me disais, et on en parlait en off, c'est l'atelier, donc il avait un budget peut-être un peu plus conséquent que d'habitude. Et je trouve que c'est un truc qui est à la fois très in your face quand même, parce que effectivement, c'est pas très subtil, mais je trouve que cette absurde subtilité-là, finalement, elle est un peu, c'est de la vulgarisation. Et le film vulgarise l'accélérateur de particules en lui donnant une sorte de forme complètement et au passage, tu disais un truc très vrai, c'est-à-dire que moi, je pense que Mickey, au travers de ce film-là, qu'est-ce qu'il y a vu? Pourquoi il accepte d'aller faire un film comme ça, au-delà de la question créative? Parce que je pense qu'effectivement, au-delà de parler de comment on crée un univers, il me parle de comment on crée un film. C'est-à-dire qu'un film, c'est un univers, et en tant que tel, je pense que le questionnement qui se pose, c'est un questionnement purement créatif, en fait, de créateur, en fait. Là où la pensée s'entrechoque avec elle-même pour créer pour créer une histoire, pour créer c'est vachement chouette, en fait. Je pense que c'est effectivement un film qui est très pédagogique et vulgarisateur de la question de comment on fait un film. C'est quoi un film? Comment on Puis en crée un plus, univers à l'intérieur? spatialement, ça annonce beaucoup aussi, parce que ce machin qui est posé sur des magnifiques décors naturels, ça, en vrai, tu fais ça, c'est chaud, moi, je trouve quand même. Hein, oh, et puis là, Ouais, voilà. petit guest de Tilky. Alors, il n'y a pas de dogo dans Mais le. Il n'y a pas de Tiki chien. nous fait un petit coucou. Coucou Julien. Voilà. Coucou. Voilà. Et du coup, non mais c'est la plaf. Voilà. Si tu fais ça en vrai, c'est quand même un désastre écologique absolu. Et en même temps, derrière, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on a le côté, tu le dis très bien, en dessous, on a cette rizière avec la Ouais. petite dame qui fait des. Donc, c'est hyper intéressant quand même. Voilà, le métaphore. Effectivement, tu as dit écologiquement, c'est pas possible. C'est une Mais catastrophe. symboliquement, c'est intéressant par rapport effectivement à ce que ça dit avec cette vieille dame en dessous qui est avec sa rizière. Et puis, alors justement, après, ça, il y a une autre thématique mickesque, les origines. Qui sommes-nous? Mais tout le temps chez Mickey, dans les personnages, ils se demandent leur identité. C'est-à-dire que, ah oui, Yakuza, le frère, non, il y a une tension, la dualité et l'identité, finalement, on retrouve tout le temps ça chez Mickey. Et on a cette jeune fille, littéralement, qui ne sait pas d'où elle vient. Enfin, elle a envie de venir d'ailleurs. Elle se satisfait pas d'être. Elle est ni japonaise ni américaine. Elle est née donc par fécondation in vitro, donc elle ne sait même pas qui est son père. Elle veut voir ses origines dans l'univers, quitte à recréer un univers pour aller au-delà de ses origines, parce qu'elle n'aime pas le monde dans lequel elle vit, quoi. Et dès le début, on la présente numériquement à travers un écran. Et je pense que c'est pas anodin non plus par rapport au film. C'est très, en fait, quand je reviens juste sur Jurassic Park, mais je trouve que c'est un personnage qui est très John Hammondien, en fait, dans sa manière d'être, en fait. C'est assez Ah oui. intéressant sur ça. Sur son, alors, après, en fait, en réalité, on pourrait retirer John Hammond parce que John Hammond, il y a un truc Il y a très l'argent en prométhéen plus. derrière, en fait. Oui, il y a l'argent en plus. Là, Oui, il y a elle a l'argent en pas. plus, voilà. C'est vrai. Enfin, on ne sait pas si elle n'a pas d'argent. Elle a peut-être reçu une bourse exceptionnelle aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait ses études aux États-Unis, pouf, puis elle revient au Japon dans une sorte d'université, presque en mode anonyme, quoi. Enfin, Ouais. c'est très bizarre comme idée. Et puis elle a un look, moi j'aime beaucoup le look qu'elle a en fait, qui est intéressant, parce qu'elle est tout le long du film en survêt, tout le temps. Il y a un truc intéressant, en fait, elle tranche en fait nettement avec son.
y a ce truc-là entre le côté où effectivement elle est très très intelligente, elle est capable de faire tout un tas de trucs informatiquement, elle a des connaissances en physique extrêmement développées, extrêmement poussées. Et à côté de ça, en fait, elle n'en fait pas montre physiquement non plus. Et il y a plein de passages assez marrants qui sont vraiment typiquement de la rom-com, en fait, quand il va la première fois chez elle. Alors, elle est en survêt, mais elle a un truc un petit peu court. Elle a une sorte de survêt, mais avec comment dire, un short. Et lui, il la regarde et dit, t'es sexy. C'est assez marrant parce qu'en fait, elle est complètement en décalage avec ce truc-là. Lui est dans une sorte de séduction, il est sans filtre, etc. Elle est focus sur son ordinateur et sur ce truc qu'elle porte avec son œil en plus, enfin son œil, son monocle, on va dire, je vais l'appeler ça comme ça parce que je sais pas comment dire, appeler ça comme ça, son monocle numérique. Elle en a strictement rien à foutre, elle est pas du tout là-dedans. Lui, il arrive comme ça, il déboule dans un monde qu'il connaît pas, et lui, il est juste dans une sorte de truc de la séduction et la simplicité. Et c'est assez rigolo, je trouve, la relation qui va se nouer entre les personnages, qui est une relation assez asymétrique en fait, Ah et qui bah tiens, justement joue sur ta position, voilà, et sur la question de la symétrie, c'est super ouais. intéressant. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du concept de symétrie aussi, parce qu'il y a aussi ça, Ah bah, effectivement, qui est important. et c'est ça que d'ailleurs là, ce plan-là, il est faussement symétrique en soi, mais il est Ouais, plutôt, encadré, enfermé, il y a la séparation, hein. Ça ouais. aurait presque pu être un plan sorti d'un film de Kiyoshi Kurosawa, indirectement, avec une sorte de fantôme observateur à l'extérieur. Il a fait ça, notamment dans Rétribution, je crois. Ouais. Donc, mais bon, 2 réalisateurs différents, Kiyoshi Kurosawa et Takashi Miike quand même, hein. Mais bon, Mais avec n'empêche, moi cette, j'ai vu Riol il y a pas très longtemps pour le coup de Kurosawa, et il y a un peu cette même relation. Enfin, il y a ces séquences-là qui m'ont fait quand même, je trouve très curieuse, qui ressemblent beaucoup. Alors c'est après un Riol, c'est un peu plus récent, mais d'une discussion ça se passe en rêve entre un ouais, personnage donc masculin qui est joué par Tadanobu Asano et sa compagne qui est dans le coma, et donc il va dans ses rêves et elle est mangaka. Et pour le coup, on la voit dessiner tous ces moments où ils essaient de discuter et elle est à son bureau et lui est derrière elle à essayer de lui parler et elle s'enferme dans ce lieu-là qui est son appartement. Et je trouve ça intéressant. En fait, là, c'est un dialogue qui est complètement, c'est pas une ressemblance qui, je pense, est vraiment intentionnelle, mais parce qu'il y a eu cette corrélation un peu étrange, ce hasard curieux que j'ai vu Réol il y a pas très longtemps. Je trouve qu'il y a ouais. plein de séquences curieusement qui ressemblent en fait. Ils sont assez proches. On veut dire que la première rencontre, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a pas de Oui. possibilité de communication. Ils parlent pas le même langage, hein. Littéralement, ils parlent pas le Ouais. même langage. Lui, il est debout, agité, elle est totalement stoïque, assise. Et la caméra et Mickey s'en donnent à cœur joie, ce qui nous rappelle que Mickey est un réalisateur. C'est-à-dire qu'il réfléchit ses plans quand même, parce que dans tous ces films, à un moment, il y a des idées de plans. Il y a des idées Ouais. de comment formellement mettre en scène aussi l'attention, la difficulté de comprendre, on se demande ce qu'il fait là, quoi. Et parce Oui. que il a envie de rentrer dans son univers, c'est le cas de le dire. Mais c'est un film qui va marcher sur opposition, sur dualité, et même pour lui, c'est-à-dire que le personnage principal est enfermé dans cette dualité très d'origine, tiens, les origines de la dualité. Il a un frère jumeau. On a un plan remarquable là d'ailleurs, parce que il y a en même temps les deux qui discutent avec un miroir au milieu qui les sépare, ce qui est assez amusant. Et à un moment, alors c'est là où on entre dans l'univers, parce que c'est un film qui nous montre l'univers mental de ce jeune homme, dont je n'ai même pas donné le nom, mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais le nom quelque part. Ça commence par un M, voilà. Je vais le trouver. Pendant que tu finis, je vais le Alors oui, mais le retrouver. problème, c'est qu'en français, ah non, c'est ça, Motokazu. Ah Motokazu, oui, oui. le jeune homme à droite, qui, en fait, on le voit à chaque fois, dès qu'il a envie de se remémorer un truc ou rentrer dans son imaginaire, on a des clics qui apparaissent. Et là, on a quelque chose de très beau et très dur, je trouve. On voit ces deux jumeaux, ils sont habillés pareil et tout. Et on comprend très vite que la mère a rejeté celui qui est devenu un peu rebelle pour donner tout son amour à celui qui est devenu l'exemple de la famille, Mm. étudiant en physique-chimie. Et c'est un peu, il y a quand même cette tristesse-là. Et le fait que, à un moment dans le film, on va le voir, hein, il n'a pas confiance en lui, vraiment, pas du tout. Il se donne une prestance avec le rock, etc. Mais, etc. Là, il voit l'opportunité, en prenant la place de son frère, presque d'être quelqu'un. Et c'est presque triste quand même comme situation. En plus, le plan est très beau parce que là, effectivement, tu as ce lien cliquable avec la fenêtre qui apparaît. Et donc, c'est bien en plus qu'il les a passés vraiment à la bonne place. C'est-à-dire que pour bien, comme ils Oui, se ressemblent, ils passent du même côté chaque perso. Et on voit ce personnage, donc pour le coup, qu'on va suivre principalement, qui va remplacer son frère, disparaître en fait dans le fond du plan. Il part vraiment littéralement comme un fantôme. Tu parlais de Kurosawa, comme un fantôme oui. chez Kurosawa en fait, qui partirait au fur et à mesure, pas en marchant, hein, en glissant sur le sol, et il disparaît dans la pénombre du buisson qu'il y a derrière en fait. Et il disparaît littéralement, il est littéralement une sorte de fantôme en fait, et je trouve ça très 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 beau en fait de le faire par ce biais-là en plus.
et en ramenant quand même à une cohérence globale, c'est-à-dire que le film parle beaucoup d'informatique, et le fait d'inclure ça en fait dans la diégèse du film sur ces moments-là, c'est super intéressant et c'est très beau en fait. Ça donne des trucs hyper étranges, hyper créatifs et en même temps Bah, très beaux et très parlants. je sais pas ce que tu en as pensé, mais tiens, il y a un autre exemple là, très, très tôt derrière. Oui, flashback de l'explosion. Bon, il y a une histoire de un moment. Ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air d'être un effet un peu gratos sur le papier. Mm. Après, en fait, ça limite, tu as envie d'élaborer des théories dessus. On y reviendra après. Mais en fait, c'est juste, on se rend compte de quelque chose d'assez touchant. C'est que le gars, pour exister, vu que tu on voit disparaître en tant que fantôme là, sur la scène enfant, pour exister, il a dû s'inventer un univers à lui. Et en Mm. fait, on clique dans son univers mental la plupart du temps. Il y a un moment, Ouais. une scène d'imagination où il s'imagine au lit avec celle qu'il ne peut pas avoir parce que c'est Oui, très compliqué. Il y a plein de scènes bizarres où il s'imagine dans une sorte de yakuza. Enfin, il y a un délire à un moment là-dessus. Le film a des petits délires comme ça. Mais c'est pour nous montrer que ce jeune homme, dans la réalité, alors il dit We live in the universe, mais lui, il vit dans son univers à mm. lui, et on va apprendre avec lui, là, lui, il va apprendre à connecter avec le monde autour, qu'il soit scientifique, mais aussi terre à terre sur d'autres choses sur lesquelles on reviendra après. Il y a quand même encore une question de quête d'identité, une nouvelle fois chez Mickey. Mais lui, il reste au Japon. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs parce qu'il était déjà ailleurs avant, en fait. Il revient dans le réel, quoi. Il y a ce truc-là, effectivement, lui, t'as raison, il est dans son univers, donc hors de l'univers, il va apprendre, effectivement, tu le dis très bien, à reconnecter avec l'univers. Et Saraka, elle, pour le coup, elle est enfermée dans l'univers en tant que telle, dans cette société, mais elle est enfermée, elle reste dans son appartement, elle ne sort pas, et elle va apprendre effectivement à reconnecter avec l'extérieur, en fait. Elle apprend à reconnecter avec l'extérieur parce qu'elle est enfermée à l'intérieur, et lui, il est à l'extérieur et il va apprendre à connecter avec l'intérieur aussi, tout en incluant, tu as raison, hein, je trouve qu'effectivement, je trouve que c'est une très belle manière de penser ce que tu dis ici, de penser les choses, qui est de dire effectivement, dans le réel, il rapporte en fait son univers, il rapporte sa folie. C'est vraiment, là pour le coup, c'est littéralement ce que fait Mickey en fait, hein. C'est littéralement la place de Mickey dans le cinéma japonais. C'est une sorte d'électron libre, exactement pour reprendre du vocabulaire physique. Lui aussi, c'est un personnage d'électron libre et il va essayer de connecter le plus possible avec le réel, mais en gardant, en ne pouvant pas, il peut pas trahir en fait ce côté électron, il peut pas trahir sa folie, et donc il est obligé de la ramener. Et pour la ramener dedans, il est obligé de connecter. Il peut pas faire abstraction ou faire disparaître cette folie, il est obligé de la connecter avec le réel. Et Mickey fonctionne comme ça en fait. C'est-à-dire on peut pas demander à Mickey d'être autre chose que ce qu'il est, de nier littéralement sa folie. Donc qu'est-ce qu'il fait dans les films? Bah, tu le dis très bien tout à l'heure, il va prendre des œuvres de commande, des œuvres qu'il n'écrit pas, et il va tisser du lien avec sa folie à lui, en disant voilà, certes, je vais rentrer dans un cadre, mais je vais raccorder, enfin, ce cadre-là, je vais pouvoir y rentrer, mais j'y rentrerai comme j'ai envie d'y rentrer, avec ce que je suis, avec ma folie, et c'est ça, spectateur, que tu vas venir chercher, parce que c'est ça qu'on vient chercher chez Mickey. Même si tu le dis très bien, c'est de la commande, ben n'empêche que moi, je vois un film de Mickey, je vois absolument pas quelqu'un qui va se fondre, parce qu'il n'y arrive pas. Je pense que Mickey, exactement comme ce personnage-là, quand il fait son exposé de physique, on lui demande de rentrer dans un cadre universitaire, le mec, il peut pas le faire. N'empêche, alors je sais pas du tout, moi j'ai pas les connaissances physiques pour dire que si ce qu'il dit est totalement physiquement Ça a l'air. approved, mais ça a l'air en tous Ah, les cas. Mais il vient avec sa folie à lui. Il le raconte avec sa folie, il le raconte avec ses nounours, il le raconte avec plein de couleurs au tableau. Il le raconte, alors même si on le voit pas à l'écran, enfin on le voit pas en tous les cas sur le tableau, mais on a toute une séquence en animation avec des mais c'est dessins qui ça sont qui est hyper. fou. En fait. Et c'est cette folie-là qui place. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il reste dans son univers. Donc Mickey, lui aussi Mickey, il rentre dans un univers donc de la Toei, film de commande très centré, avec un cahier des charges, un roman de base et tout. Mais ça, il l'a fait avant, il le fera encore après. Et en même temps, il s'inscrit dans cet univers à sa façon. Et lui, pareil, il va expliquer. Alors, il a potassé avant quand même, malgré tout, mais il va expliquer quand même un truc réaliste et même le vulgariser et même faire prendre conscience aux étudiants hyper sérieux en face que c'est Mm. pas idiot ce qu'il dit. Pas idiot. Pour nous, spectateurs, ça marche, mais même pour eux, ça fait mouche. Et nous, Mickey, qu'est-ce qu'il décide de faire visuellement pour nous? C'est une animation un peu à l'ancienne, crayonnée. Alors tiens, on en revient aussi à cette idée peut-être Jurassic de Park. à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est ah oui, c'est vrai, c'est Monsieur ADN Voilà. c'était la boîte de Doc, hein, c'était Pierre Athé qui faisait ça en VF. Alors Monsieur ADN, non de Zeus. Non mais bon, on est parti dans mais c'est extraordinaire parce que là, en fait, il se crée son propre Big Bang aussi
en sortant de son univers, tout en restant quand même fidèle à lui. Il y a un truc. Et en fait, c'est Mickey, c'est-à-dire, oui, il va aller ailleurs, là, mais il garde son univers quand même. Et en fait, c'est cette idée de dualité, de connexion, une certaine asymétrie quelque part, mais en fait, ça fonctionne quand même. Et en fait, le film a un petit miracle là-dessus, quand bien même il y a des à côté peut-être de trop. C'est un peu cassoulet par moment, comme on dit parfois en privé. C'est-à-dire que les moments où il s'imagine Yakuza avec un passage un petit peu, on va dire, pseudo-sexiste quand même, hein, à ce moment-là. Bon, il y a Mickey, voilà. Des fois, il se lâche un peu trop et il y a des moments où ça peut être douteux, il est vrai. Elle est bizarre, la Mais bon, le séquence. personnage est un jeune homme qui, quand même, voilà, bon, il n'est pas très construit aussi mentalement. Voilà, il a ses petits fantasmes qui vont un peu loin des fois aussi, mais attention, ça reste soft. Hein. C'est pas Visitor Q. Oui. Hein. Mais, mais là, voilà, il y a cette scène d'animation, cette séquence d'animation est très bien. Et tu penses que Mickey est fan de Jurassic Park, toi? C'est possible, hein? Il faudrait lui demander un jour. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses hyper étonnantes quand même dans les liens, en fait. Après, le film est très prométhéen, il y a quand même cette idée, on va revenir dans la zone spoiler évidemment, il y a ce truc-là où à bout d'un moment, on essaie effectivement d'encadrer le truc, mais finalement ça déborde, la nature reprend ses droits, ou en tous les cas, elle se laisse pas contraindre. Donc il y a un truc intéressant, parce que je veux dire, ce par quoi le drame va devenir, c'est finalement un élément naturel, exactement comme dans Jurassic Park, en fait, quand même, et un élément humain aussi. Exactement comme dans Jurassic Park avec Dennis Nedry aussi, avec un personnage qui va soudainement se laisser aller à son hubris dans une certaine mesure. Alors là, pour le coup, qui est un peu conséquentiel à une situation sociale, etc., à la condition, on va dire, mentale de ce personnage-là à ce moment-là, évidemment, ce qui n'est pas le cas de Dennis Nedry, puisqu'il le fait pour l'argent et pour des questions purement D'ailleurs, capitalistes. en parlant de Denis Cédry, on a des chemises très nédriennes aujourd'hui, potentiellement. Mais vas-y, du coup. Non, mais alors c'est juste, je conclue juste là-dessus, mais je trouve que ouais, il y a un truc, je pense qu'il y a un truc un peu, je pense qu'il l'a vu, et alors je dis pas, peut-être que c'est encore une fois un bain culturel qu'il a, en fait, il n'y a pas forcément pensé pendant le film, mais peut-être que c'était en fond. Moi, enfin, en tout cas, j'ose imaginer ça, parce que je trouve quand même qu'en le voyant, ça m'arrive à plusieurs moments, ce passage en animation, et tu venais aussi sur un truc qui est intéressant, sur le fait que le film, moi, il a des faiblesses. En fait, au moment où c'est pour revenir sur la séquence d'animation, je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent quand il passe purement par l'animation que quand il est très très verbeux. En fait, il y a des morts. Je comprends le choix de ça, parce que finalement, Mickey en fait s'en amuse aussi de ce côté très très verbeux, de voir un exposé un peu chiant avec plein de mots complexes. Il joue avec ça évidemment. Mais je trouve qu'il aurait pu. En fait, il y a ce truc-là. D'abord, il commence son exposé et après, on arrive à l'animation qui redit quasiment la même chose. Je trouve que parfois, le film se surligne un petit peu lui-même. Comme si, mais c'est peut-être mon impression aussi, au-delà du question de s'amuser de ce verbiage compliqué physique, comme si parfois il ne se faisait pas non plus totalement confiance pour bien que les spectateurs en face saisissent et le suivent. C'est là en fait où moi je trouve une toute petite limite dans le film, parce que je me dis finalement cette séquence d'animation, tu l'as très bien dit, elle est parfaite, elle exprime tout très bien. En plus, bon, pour le coup, elle est déjà un petit peu, elle est aussi commentée aussi par le personnage. Donc moi là-dessus il y a aucun souci. Je trouve que tout ce qui précède est peut-être parfois un petit peu long et redondant sur ce truc-là, et c'est parfois moi ce qui m'a égaré. Mais alors, il y a quand même un petit petite réserve que j'aimais sur la critique que je pose maintenant, c'est de dire, comme j'ai dit tout à l'heure au tout début, je l'ai vu sous-titré en anglais, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de revérifier, etc. Je me dis certainement que le deuxième visionnage du film, quand je le reverrai, et j'ai envie de le revoir, il sera encore plus positif, parce que je pense que tous ces trucs-là, je les aurais quand même comprises beaucoup plus facilement, je vais y aller en toute connaissance de cause, et j'aurais pas cette difficulté d'aller chercher un petit peu de temps en temps quand je suis un peu perdu. Et en plus, comme je le disais, comme la fin, finalement, on revient à quelque chose de très trivial, et dit, finalement, Mickey te dit, finalement, ce détour-là par la physique, il est intéressant, mais c'est quand même pour revenir à quelque chose de beaucoup plus trivial, humain, émotionnel. Bah finalement, je dis, bon, bah, je me prendrais beaucoup moins la tête sur la partie physique à essayer de comprendre, puisque, encore une fois, Mickey, c'est pas forcément ce qui l'intéresse, même s'il passe par ce détour-là, comme son personnage a besoin de ce petit détour-là pour revenir à quelque chose de plus humain. Non, mais c'est vrai, le film a quelques sushis, mais on y reviendra après pour le coup. J'étais obligé de la placer, c'est pour le coup. Mais après bon, ça se déroule et tout, et on se pose la question à un moment de savoir quand même comment les deux personnages principaux vont finir par s'accorder. Le terme accorder n'est peut-être pas hasardeux parce que quelque chose va les rejoindre, c'est la musique. Alors, c'est là où moi je suis la musique, moi je suis très, j'adore la musique, je chante et tout, mais au niveau solfège, je laisse tomber. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on part sur, alors lui il est fan de rock, et elle visiblement quand même la musique est importante pour elle, nous moins par rapport à Beethoven et la fameuse cinquième symphonie, le
ta 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 ta. Non, attends, je le refais. C'est très très mauvais ça. Ta 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 ta. Et en fait, il y a combien de notes dans le ta 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 ta? 4 notes? Non, il y en a une 5e au tout début qu'on voit à peine. Là, c'est en bas à gauche. Hein, si vous, c'est un peu compliqué. Une sorte de voilà, il y a un truc au début, ce qu'on appelle, c'est une note 8e, c'est une 8e, non, c'est ça, eighth note, ça doit être, on parle de 8 enfin, je sais pas si, bref. Les musiciens en commentaire, vous pourrez vous lâcher et préciser. Et cette idée qu'on a le souffle dans le destin qui frappe à la porte, dans le motif du destin de cette introduction, parce que Beethoven, il réfléchissait sa musique par rapport à ce qu'il voulait en dire aussi, c'est intéressant. Voilà. Et là, elle lui fait voir la musique autrement, mine de rien avec ça. Ça va avec le rapport du qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Ici, le Big Bang de la 5e symphonie, c'est le ta-ta-ta-ta. Oui, mais avant le premier ta du ta-ta-ta-ta, il y a un petit truc. Donc la question, c'est à la création de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a avant la création de l'univers? Ils remettent ici peut-être en question peut-être l'existence de Dieu dans la cosmologie et tout. Ça ne part pas en délire nietzschéen, parce que Dieu ne serait pas mort, là, Dieu n'est pas là. Il y aurait autre chose. Mais il y a un truc tout autour de la création, parce que son idée, c'est de créer un univers. Et en effet, qu'est-ce qu'il y a avant la création de l'univers? Beaucoup de scientifiques se posent la question. Avant le Big Bang, il y avait probablement quelque chose, ce qui est vertigineux en soi. Voilà. Moi, j'adore ce truc-là, parce que c'est un... Alors, c'est bien parce qu'en plus, ça dit quelque chose. Encore une fois, c'est très humain, parce que c'est le truc qui va les réunir, parce que le solfège, mine de rien, c'est quand même de la science, ce sont des maths aussi. Je veux dire, un intervalle en musique, c'est un rapport numérique, en fait, en tant que tel. Je veux dire, une tierce, c'est un rapport d'un tiers entre deux notes. Donc, ce sont des maths. Et la composition, il y a beaucoup d'éléments mathématiques aussi là-dedans. Alors, certainement, ceux qui connaissent beaucoup plus la musicologie globalement sont bien plus pertinents que moi là-dessus. Mais je trouve que justement, travailler sur alors pour le coup, c'est une pause, hein, pour le coup, ce truc qui ressemble à un 7, pour le coup, donc qui est un demi-temps, et qui crée justement ce qui permet de créer la syncope, donc c'est-à-dire un départ syncopé, donc un départ en décalage d'un demi-temps. Mine de rien, ce signe qui ressemble à un 7 pour le coup, qu'on trouve sur la portée musicale, c'est quelque chose. Et je trouve ça très intéressant de dire que avant, effectivement, il n'y a pas rien, et il y a quelque chose, même si ce quelque chose n'est pas formalisé tel qu'on le formalisera, c'est-à-dire qu'il n'est pas, là pour le coup, dans le cadre de la musique, il n'est pas, je dirais, entendable, parce qu'on ne l'entend pas, pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai dit c'est pas une pause, c'est un soupir, pardon, ce petit 7. Ah voilà. Ce qui n'est pas anodin. Voilà, c'est le soupir. Et donc ce soupir, évidemment, c'est quelque chose. Et en plus, je dirais un soupir, dans le cadre musical, quand on chante, par exemple, c'est aussi le souffle, et donc c'est aussi la respiration, et c'est quelque chose qui est vital. Il y a quelque chose vraiment de... Tu parlais de Nietzsche, moi j'utiliserais un autre philosophe qui est Bergson. Il y a quelque chose dans ce soupir, en fait, qui amène ce départ syncopé, de l'élan vital, en fait, de l'expression de ce que Bergson appelle l'élan vital, en fait. Et il y a un truc vachement intéressant là-dedans, en fait, dans le fait de lier art et musique. Et en plus, pour le coup, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on le pose comme ça, en build-up, enfin, ou c'est du foreshadowing, si on veut, dans la mesure où, effectivement, ce sera la conclusion du film. Le film va amener à ça, au lien étroit qui est entre science et art, en fait, et à la nécessité absolue, en fait, de ce lien entre les deux. Et effectivement, il y a toute cette question de Dieu, que je trouve est vachement intéressante dans le film. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on n'a pas encore beaucoup parlé du frère, qui lui part voilà, en Inde, et qui lui va avoir une sorte d'éveil spirituel. Et c'est vachement intéressant, en fait. De lier spiritualité, art et science comme ça, je trouve que ça fait un truc super intéressant en termes de réflexion. Et Beethoven qui reviendra, évidemment, on en parlera dans la zone spoiler, parce que ça va revenir autrement, mais de façon assez... beaucoup d'émotions. Et je dirais d'ailleurs, il y a je rebondis juste sur un truc que j'ai oublié, pardon, l'inspiration aussi. Il y a un truc dans le côté du set, donc j'ai dit tout à l'heure, qui en appelle un soupir. On peut faire, pour jouer avec les mots un peu grossièrement, le soupir, c'est aussi l'inspiration. J'inspire avant que la musique advienne ou autre chose. Et je trouve que lier cette idée d'inspiration à l'inspiration divine et aller à l'inspiration créatrice de l'artiste, et de l'inspiration du scientifique aussi, c'est très intéressant. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui a donné cette inspiration de vie qui a fait que l'univers se crée? En plus, on voit avant, ils discutent, c'est-à-dire que tout était rééquilibré. L'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre sur des millionièmes de trucs. Sinon, il n'y aurait pas eu d'univers. Et après, dans l'univers, milliardième d'occurrence pour qu'on ait la vie telle qu'on l'a là. C'est juste une chance sur 10 puissance 100 000 peut-être qu'on existe. Et là-dedans, donc, essayer de recréer ces conditions-là, mais quand on crée
une musique, une symphonie comme Beethoven, quelque part, on crée un univers musical, d'autant plus que ça se décuple, ça se décuple. Et donc, Mickey aussi a créé son univers cinéma avec plein de symphonies différentes, tout en recadrant quand même un même souffle, hein, avec des thématiques qui reviennent. Et justement, tu me parles de ce personnage et cette situation de personnage très mickesque avec le frangin, le très sérieux frangin qui découvre un autre monde. On sent qu'il en a eu marre, il a eu besoin de partir ailleurs. Bon, pourquoi pas. Et il est parti en Inde. Et alors là, alors Mickey, il nous fait c'est Bird People in China 10 ans avant, mais pas que. Hein. Il y a les lines, il y a plein de trucs où on questionne l'identité de transfuges japonais ailleurs, retour et tout. On en a parlé, des communautés de sino-japonaises, etc. Là, lui, il va en Inde. Je crois que c'est la première fois que je vois que Mickey va en Inde. Il est allé en Chine, pas allé en Thaïlande aussi. Non, il est allé Ben, à Hong Kong, oui. Enfin, il y a plein de petits trucs. mais puis le personnage devait aller en Thaïlande au tout début en plus. Ça, c'est-à-dire qu'il y a En aussi un plus, concours de circonstances aléatoires qui fait qu'il se oui. retrouve là au gré du hasard. Mais y Et du a-t-il coup, du il est en hasard? Inde. Et qu'est-ce que fait Mickey? Il change son dispositif caméra, la photographie. On est dans une caméra très réaliste, avec des couleurs un peu saturées, un peu le jeune Peace par moment, tiens, mais moins Peace que dans d'autres films quand même. Voilà. Et là, Mais il y a un c'est côté très intéressant. caméra DV, effectivement. On dirait que c'est Et tourné à la il est allé DV. tourner avec l'acteur, ils sont allés en mode pirate, hein, ça se sent. Et c'est intéressant ça. C'est-à-dire que Mickey, il nous rappelle que alors, là, on va retourner au réel, retour à la Terre, retour au concret et au réel. Enfin, là, une certaine forme de naturalisme. Il a un côté spirituel, Mickey, mais vraiment, Oui. littéralement, enfin, il y a un truc. Et ce personnage-là, d'abord, il regarde parfois avec ironie, une sorte de quasi-cynisme presque, en disant que l'Inde, la première civilisation qui a divisé par zéro, enfin bon. Mais en fait, en disant cela, il se dit surtout une civilisation qui est restée fidèle au principe de l'humanité, de l'humain terre à terre, avec des gens qui souffrent, oui, mais qui vivent en harmonie ensemble. Et à un moment, en effet, tu en parlais tout à l'heure, il va y avoir cette connexion musicale assez étonnante. Il va y avoir un musicien indien qui joue, vous savez, le style de composition de Ravi Shankar, quoi, sur une sorte de lutte. Alors, je sais pas, j'ai pas le nom. Hein. Je crois que c'est Et il va, je crois que ça ressemble à une sitar. une Je sorte de crois que sitar, oui, c'est ouais, ça. Oui, plutôt une sitar qu'un luth. Et dans une idée il va se reconnecter, et c'est intéressant, il se reconnecte à cela au moment où il perd son passeport d'identité pour trouver une identité plus concrète avec les gens autour. Et la caméra se balade et nous montre des gens qui vivent, qui vont se baigner dans le Gange, etc., etc. Et on passe d'un cynisme d'un regard japonais et tout, à juste une compréhension, une acceptation des choses, avec un équilibre naturel qui se fait. Et en fait, ça sort complètement du délire, hein, mais en fait, c'est très pertinent par rapport à la dualité et à l'équilibre que le film essaye de mettre en place. Ça fait beaucoup penser, tu sais, à la fin, je crois que c'est la fin de Dead or Alive 3, avec ce plan sur ce vieux monsieur dans la rue, où on a eu Oui, l'impression qu'il avait posé sa caméra, voilà. Et il y a ce truc-là, en fait, là, il le suit, effectivement. J'aime bien l'idée que tu dis c'est un truc un peu pirate. Ils sont partis. En tout cas, encore une fois, j'ose imaginer qu'ils sont partis en Inde tous les deux, enfin, avec une équipe très réduite, avec une ouais. caméra DV, et qu'ils ont suivi cet acteur-là déambuler dans les rues indiennes. Et c'est super intéressant. Je trouve que c'est très beau. Effectivement, il y a le moment où il y a cette connexion. Encore une fois, toujours cette idée d'asymétrie, de matière et d'antimatière, d'opposés qui s'attirent. Il y a un truc vachement intéressant qui joue, en fait, et qui fait que et je trouve ça d'autant plus intéressant effectivement qu'on ait fait changer au tout début. On a un swap de frères où il y a effectivement le frère un qui va se retrouver dans une situation qui n'est pas du tout celle dont il est habitué, et l'autre prend sa place, etc. Il y a un truc vraiment intéressant où tout semble finalement, toutes ces particules que sont chacun des individus, en fait, des personnages du film, finissent par trouver leur place, s'opposer, s'attirer, et trouvent une sorte d'harmonie au bout d'un moment. Et je trouve ça très très beau, en fait, le dessin de ce personnage, puisqu'il prend finalement au début, en fait, vraiment, je trouve moi, ça m'a étonné aussi, parce que le film, il part. Moi, je pensais effectivement qu'on allait suivre uniquement le frère dans ses pérégrinations dans l'université de physique. Mais non, on a toujours ce truc-là en filigrane qui revient à plein de moments, et à des moments clés de l'histoire de son autre frère qui est resté au Japon, et qui finalement match super bien. Et c'est vachement intéressant, parce qu'au moment effectivement aussi où il match, c'est là où finalement au Japon aussi, paradoxalement, où est son frère, tout va un peu dérailler aussi pour revenir à cette partie un peu plus film catastrophe, on va dire ça un peu grossièrement. Et pas tant. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a cette scène-là et après il y a une sorte de montage parallèle alterné C'est qui vrai. dit beaucoup de choses, où le film se pose complètement, où on voit, mais c'est littéralement dans la lignée, ça doit durer 3-4 minutes, Oui, où j'avais on oublié voit ça. notre Oui. cher
donc frère, néo-physicien, on va dire ça comme ça, qui n'oublie pas alors, le rapport à la Terre avec ce monsieur à gauche qui était une sorte de... Alors c'est un veuf qui a perdu sa femme, et pour s'occuper, pour essayer de comprendre le sens de la vie avant de mourir, peut-être lui aussi, de retrouver sa femme, il va assister à des cours de physique-chimie pour comprendre. Ça, c'est très touchant. C'est C'est beau, la première personne à qui il parle, d'ailleurs, quand il est là, avec son t-shirt Einstein bizarre, là, je sais pas quoi, là. Et à un moment, alors, le hasard et le destin fait que ce monsieur connaît cette dame qui a une ferme à côté de ce truc-là pour pouvoir infiltrer les lieux ou avoir un peu d'argent, un petit part-time job, hein, comme il dit tout à l'heure, parce qu'il ne peut plus travailler pour le restaurant de sushi parce qu'il y a une explosion. Tiens, un Big Bang qui fait qu'il va devoir aller ailleurs. Ça recrée autre chose. Et à ce moment-là où ils sont là à poser la terre très rurale avec le gros machin derrière quand même, on en revient aux valeurs traditionnelles miquesques. Il y a ça, et littéralement derrière, la voix off, machin, et on voit des gens dans la rue en parallèle, des gens dans la rue en Inde et à Tokyo ou du moins au Japon, qui marchent tous ensemble et qui tous ensemble essayent de vivre dans cette société, dans notre univers mystérieux. D'ailleurs, il y a un petit truc qui est très intéressant, il y a peut-être une ironie derrière. La phrase, elle dit littéralement de s'intégrer, de se conformer dans la société, c'est très japonais ça, comme tout le monde, dans un univers mystérieux. Mais en parallèle, tu as quand même des gens en Inde qui sont très éloignés de la société occidentalisée / capitaliste japonaise. Hein. C'est vrai que j'avais oublié ce plan-là, effectivement, entre-temps, où il est dans cette... ils sont en train de manger paisiblement dans un truc, pour le coup, très vert, avec effectivement cette énorme masse métallique et technologique au-dessus, qui a mis, dans une certaine mesure, les écrase aussi. En fait, il y a un truc un peu écrasant derrière ça. Mais eux essaient finalement de vivre aussi avec cet apport technologique qui est finalement, il y a toujours cette idée, effectivement, on le disait tout à l'heure, Mickey, il y a ce truc-là où effectivement il y a cette idée d'aller tout casser, mais il y a quand même cette idée, on l'a déjà dit plein de fois, mais de revenir un petit peu, tu l'as très bien dit, aux valeurs de la terre, à la simplicité, aux relations humaines, parce qu'effectivement c'est un truc que moi je trouve effectivement très beau, c'est la première chose effectivement qui va croiser ce monsieur avec qui il va parler, où il va matcher pareil, on a encore cette idée d'asymétrie. Lui, il est jeune, il a rien vécu encore pour l'instant ou très peu. Lui, c'est un vieux monsieur qui a tout vécu, qui a vécu le décès de sa femme. Et tous les deux, mine de rien, malgré leur vie complètement antithétique, ils vont quand même se retrouver à suivre des cours de physique pour essayer de comprendre l'un le mystère d'une vie qu'il a vécue et l'autre le mystère d'une vie qu'il n'a pas encore vécue. Et ou en tout cas qu'il est en passe de vivre. Et je trouve très intéressant, finalement, ils se retrouvent là. Comme quoi, encore une fois, la question sur la physique, le discours de Mickey aussi sur la physique, il est très, très ambivalent. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un détour. Moi, je pense qu'il y a ce truc-là où il y a une nécessité de penser ça, de se questionner là-dessus, mais c'est un détour pour mieux revenir par la suite. La physique me permet d'expliquer des choses, mais il y a un moment donné où, à la limite, tu vois, il y a un moment donné, moi, je me suis posé la question si on n'allait pas en venir à ce que Nolan fait dans Interstellar, qui est de donner une réponse à un moment donné, parce qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et moi, je me suis interrogé si à un moment donné, il n'avait pas simplement l'amour, en fait, comme réponse un petit peu à tout ça, en fait, même si ça y est un petit peu. Mais c'est intéressant parce que dans cette idée en physique, c'est expliqué que beaucoup de choses fonctionnent par paires opposables, mais qui créent quelque chose. Le cosmos, né du chaos, enfin, tout est né d'une explosion et d'un rien qui a donné un tout. Bon, si on veut, on simplifie. Hein. Et dans cette idée, du coup, il va vulgariser cela avec les sentiments humains et l'amour, le retour à la terre, mais à côté, il y a la civilisation quand même, la science, l'art, et opposable, mais en fait, pas tant que ça. Parce que la science et l'art sont potentiellement opposables, pardon, mais comme tu l'as dit, dans l'art musical, il y a de la science. Donc, de toute façon. Et lui, il va expliquer la science à travers, nous, visuellement, un art animé, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant sur le papier. Et après, on va basculer. Alors, on peut aller dans la zone spoiler maintenant. Enfin, c'est là où, j'allais dire, c'est pas que ça va se gâter, mais que ça va trop redevenir dans une intrigue. Il faut bien quand même l'avancer, l'intrigue. Finalement, le film aurait pu être, j'ai envie de dire, ultra abstrait jusqu'au bout, que ça ne nous aurait pas dérangé. Mais à un moment, on revient dans le cahier des charges. Alors, notamment avec un personnage, j'ai envie de le présenter là, le fameux Dark Sasuke, non, c'est Airi. C'est l'étudiant ténébreux, très sérieux. Alors, on apprend qu'il a eu une histoire d'amour avec notre jeune qui cherche ses origines. Alors, c'est pas obligatoire, ça. On s'en fout. Non, mais bon, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rivalité qui se met en place. Alors, on est presque dans une sorte de film un peu de rivalité lycéenne. C'est pas Crowd Zero, mais c'est bizarre, quoi. Et ce méchant et tout. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le méchant
Parce qu'il y a une histoire il fait un peu stalker quand même, mais on se rend compte à un moment qu'il y a une image nue de notre héroïne, qu'elle a mise là volontairement pour attirer viralement les gens et l'énergie pour créer son truc. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sacrifice. Elle va presque sacrifier son corps pour arriver au bout, pénétrer dans le truc de particules pour générer quelque chose et créer un univers avec trou noir et tout. Donc, mais lui, il se rend compte de ça et il va lui se sacrifier pour la sauver. Donc il y a une idée de double sacrifice, de collision, mais est-ce que c'était nécessaire dans une intrigue? Bon, c'est pas le plus passionnant, mais ça en est presque amusant parce que le film va basculer soudainement dans une sorte de thriller, un peu SF, et après même une sorte de film catastrophe, Godzillien avec des scientifiques, ou Jurassic Park, comme tu l'as dit. Et c'est là où il y a un vrai retournement, et ce retournement, il se fait littéralement après la scène là de contemplation de diverses civilisations et de réflexion. C'est bizarre quand même, hein. Ça bascule, boum. C'est hyper étrange, je trouve que en plus le basculement est quand même très très brutal dans le film. Vraiment, le film, c'est comme si au début il commence un petit peu avec une vraie énergie, et que tu l'as dit, le morceau qui va jouer dans la rue, et que c'est très rock'n'roll. Et puis en fait, plus il avance, plus il ralentit. Et puis finalement, il finit par se poser, arriver à une sorte d'immobilité, mais qui finalement est très vivante quand ils sont en train de discuter. Et puis la découverte de la sitar, etc., de l'autre frère, etc. Et soudainement, bim, il te refout une sorte de dynamique de film catastrophe où elle vrille un petit peu pour le coup, pour toutes ces raisons-là, la vidéo, toutes ces choses-là qui vont se mettre là. Lui, il va lui donner une réponse parce qu'au bout d'un moment, ils vont quand même. Il y a vraiment une mécanique de rom-com aussi où ils vont se rapprocher et finalement, il va y avoir un clash à un moment donné. Ils vont se séparer et lui va revenir lui dire quelque chose. Elle est au bout, elle est dans ce trou qui est dans son sol, là pour le coup, en train littéralement de se noyer dans cette flaque d'eau qui s'est faite dans son sol. Et soudainement, en fait, il va lui dire un élément qui va la conforter dans son truc, d'aller créer cet univers finalement. Là, pour le coup, elle est prise soudainement d'hubris, soudainement. Et elle va vouloir effectivement jouer à Dieu, en fait, soudainement. Parce que finalement, ils en arrivent à cette conclusion qu'il n'y a pas de Dieu et elle va prendre cette place-là, en fait. Parce qu'encore une fois, elle aussi vient de nulle part, en fait. Elle aussi est ce premier truc qui... elle est ce premier, cette première cause. Si je prends un truc un peu aristotélicien, elle est un peu une première cause parce qu'elle n'a été causée par rien d'autre derrière. Et donc, elle va décider de devenir la cause de l'explosion de ce nouvel univers. Et là, on arrive sur un truc effectivement complètement catastrophe où les adultes maintenant vont intervenir vraiment parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup d'adultes jusqu'à maintenant. Ouais. Et donc, on a Jun Kunimura qui intervient à ce moment-là, etc., qui sont un peu ces scientifiques qui gèrent cet accélérateur de particules et qui donc, eux, voient qu'elle est en train de pirater le truc. C'est pour ça moi, que j'ai trouvé énormément de Denis Nedry là-dedans parce que elle va pirater le système et donc elle va faire apparaître une petite animation dessus et Jun Kunimura va regarder le personnage, va regarder le truc. C'est ça. Il fait merde, ça y est, je sais qui c'est qui a fait ça, ça y est, j'ai compris qui c'est, grâce justement à cette image-là. Ce qui va déclencher les deux choses, effectivement, c'est sa folie soudaine qui va se déclencher, cette hubris qui va vraiment prendre énormément de place, ce truc très prométhéen, et en même temps, un phénomène météorologique qui est une tornade. En plus, il y a toute la question de la spirale, justement, c'est ça qui va la faire justement plonger, c'est la spirale. Littéralement, elle va se retrouver prise dans sa spirale infernale de son existence et de toutes ses angoisses, etc. Et Jurassic Park, c'est ça. Les deux éléments qui vont déclencher justement le renversement un peu prométhéen, c'est à la fois l'humanité, l'hubris de l'humanité, et bon, le capitalisme, en fait, dans le cas de Denis Nedry, parce qu'il est aussi payé pour ça, pour récupérer les embryons, et donc pour pirater le système, et en même temps une tempête, en fait. Donc la nature aussi qui va vouloir reprendre ses droits. Et je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que dès que j'ai vu ce truc-là, pour moi, c'était Jurassic Park complètement, en fait. Alors, je me suis imaginé à un moment donné que peut-être il y aurait un monstre, un moment qui va mettre de ça et qui va attaquer la ville. Pourquoi pas? Voilà, Godzilla. Tu vois ce plan-là, tu imagines, en arrière, le monstre Godzilla qui arrive. Et en fait, il est peut-être là, John Hammond, tiens. Oui, totalement. Et en plus, c'est un plan intéressant. Ils ont peur qu'elle ait créé un trou noir. Enfin bon, il y a d'ailleurs un glitch à un moment. Voilà, c'est très intéressant. Et on voit là ces deux. Et derrière, les hommes en noir, littéralement. Ils sont là. C'est des PNJ, mais on sent que c'est vraiment. Et ou le gouvernement, ou les investisseurs, on ne sait pas trop, avec les scientifiques. Et ils sont débordés. C'est-à-dire que finalement, les adultes qui débarquent, ils sont débordés. Les autres adultes dans le film, c'est la mère qu'on a au téléphone, la mère des jumeaux, et la prof de fac qui est très jeune. Elle doit avoir à peine la trentaine. Donc, mais sinon, c'est vrai que. Et le vieil homme, avec sa dame dans la ferme, quand même. Il faut pas oublier. Mais dans cette idée que c'est vrai que là, on rentre dans un délire, oui, film catastrophe. On se croirait dans un téléfilm catastrophe à l'américaine avec un budget peut-être un peu plus ambitieux quand même. Et c'est là où j'étais en train de dire, bon, je suis pas en train de lâcher, je dis,
abrège. Revenons vite Oui. à nos personnages. Et on va pas être déçu parce que on va y revenir à nos personnages. Et là, je te propose c'est pas une analyse, mais il y a tout un truc très important, je pense, dans la mise en scène du chant contre chant. Où, alors, il y a le chant magnétique, le chant électrique, hein, d'ailleurs, c'est marrant, mais le chant aussi, puisqu'il chante, et le chant du cinéma. Il y avait le chant de riz avant, c'est vrai, avec la ferme. Il y a tous les chants du possible. Et j'en ai Où il possible. vient pour la sauver, parce qu'elle est complètement bloquée dans le délire. On sent qu'elle va y laisser sa vie, quoi. Pour la sauver, il vient, après le sacrifice de l'autre, là, quand même, il vient faire une version rock de l'Ode alors c'est la 9e De, symphonie, je crois. ouais. Hein. De l'Ode à la joie, ouais. L'Ode à la joie. Alors, l'Ode à la joie, ça veut tout dire. Hein. Bon, déjà. Et il fait ça de façon très, très miquesque. C'est du rock très épuré, très direct dans ta gueule. Il chante à moitié faux, mais avec tout son cœur. C'est super bien. Et il va arrêter. Elle est là, elle regarde. Il va arrêter. Et il y a un magnifique chant contre chant. Plusieurs fois, 2-3 fois d'échange comme ça. Avec en face notre héroïne qui va lâcher l'émotion et qui pleure. Et là, je trouve que l'actrice est exceptionnelle. C'est-à-dire que là, elle trouve enfin un sens à sa vie dans l'émotion. Il y a là enfin les deux rentrent en collision et il y a quelque chose qui se passe. Et il y a un moment de silence dans ce chant contre chant. Il prend son temps, Mickey. Là, on a un moment de cinéma, un vrai beau moment de cinéma. Et enfin, on revient dans l'intérêt du film. Surtout que ce qui est étonnant, c'est qu'avant, avant d'arriver à ça, il va monter, il va grimper. Donc il y a tout ce truc-là quand même de grimper parce qu'il y a elle est au sommet d'une sorte de grande tour et il monte. Il y a un plan démesurément spectaculaire comme il sait faire où il va sauter au ralenti sur un bâtiment à côté. Il y a plein de choses comme ça en fait où le film à ces moments-là est spectaculaire et pour revenir à l'intimité. Mais je pense qu'il y a un vrai choix aussi totalement asymétrique aussi pareil de mise en scène pour justement que ça marche et qu'il y ait une collision entre les deux, de rendre ça un peu, je prends le terme un peu négatif, un peu péjoratif, mais empouler un petit peu ces quelques moments d'action pour justement, par contraste, faire ressortir d'autant plus ces moments d'intimité en fait entre les persos. Et ce que j'aime beaucoup dans ce truc de chant contre chant que tu expliques, c'est il y a lui donc effectivement qui chante, il y a son micro qui apparaît de nulle part. Alors ça c'est assez rigolo aussi. On se retrouve soudainement, il y a un truc qui est presque fantastique à ce moment-là en fait où la scène en fait apparaît littéralement de manière presque magique à ce moment-là parce que il y a un moment magique qui joue entre les deux persos. Et elle est en train de bricoler son ordinateur de son côté. Dans un premier temps, on a un plan d'ensemble où elle est vraiment entourée et écrasée par les câbles d'ordinateur partout. Elle a son petit ordinateur. Et donc, en fait, là, tout est net. Le plan est complètement net. Comme si, encore une fois, tous ces câbles qui étaient autour d'elle, c'est cet univers mental qui l'enferme. Et quand effectivement on a ce champ contre champ, au fur et à mesure, on se rapproche d'elle au fur et à mesure. Et du plan d'ensemble, on va passer à un gros plan de son visage. Et on va jouer sur une faible profondeur de champ qui fait disparaître complètement le décor des câbles au profit de son visage à elle pour pouvoir se concentrer sur son émotion à ce moment-là. Donc il y a ce truc-là effectivement où l'espace mental disparaît et on crée une sorte d'intimité entre les deux. C'est le montage qui va leur permettre de se rejoindre aussi puisque le champ contre champ les sépare, mais finalement l'échange de regards avec le raccord regard dans le champ contre champ va permettre justement de les réunir avec justement ces très belles larmes à la fin qu'elle échange au moment où lui arrête de chanter. Et là effectivement tu as dit, il pose son temps, il prend son temps, il pose les choses et il laisse ses personnages se rencontrer dans le jeu de champ contre champ. Et il va chercher la matière, Mickey, en faisant ces gros plans-là. Il y a une matière. Alors lui, il a transpiré, tout ça, la pluie dehors, et elle pleure. Mais il y a aussi une matière sonore, parce que ça sature, ça grésille. Il pose la main sur le micro. Il y a un détail, il y a quelque chose là. Mais dans le travail sonore de la scène, moi, je trouve ça très bien géré. Et on sent d'ailleurs que la prise de son a été sur le moment, qu'il était là et qu'il a vraiment chanté, enregistré sur le moment. Ça se voit. Enfin, c'est très brut. Et ça triche pas, quoi. Il est vraiment à fond les ballons dans la réalité du truc. Et c'est ça qui va lui faire se rendre compte qu'elle est dans un univers qui existe. Il est là. Elle veut créer autre chose, mais en fait, la bonne réalité, elle est là. C'est pour ça qu'elle pleure. Elle se rend compte que finalement, elle peut vivre. Parce qu'elle a voulu se C'était suicider dans. aussi. Il me semble Voilà, en qu'elle plus, a. oui. Voilà, en plus. Donc, après, non, mais c'est encore pire, c'est encore plus vicieux. C'est qu'après, là, elle pleure et elle se dit, c'est peut-être trop tard. Et c'est là qu'elle va monter derrière pour peut-être en finir. Donc, lui, il poursuit derrière et il va Oui, y bah, avoir le fameux, ce que j'appelle le sauvetage sushi. C'est-à-dire que comme il a cuisiné toute la journée, il a ramené un sushi et c'est ça qui va la sauver. Alors, sous la pluie, catastrophe, tempête. On se croirait à la fin de disjoncter ces Cable Guy avec Jim totalement. Carrey.
Mais tu sais que j'y ai pensé en voyant le film. C'est très que j'y ai pensé. Mais là aussi, c'est un retour aux émotions. Et On comprend. Voilà. C'est un film très intelligent de Ben Stiller, hein, c'est un Disjoncté super Cable film. Guy. Il y a beaucoup de choses. Il parle beaucoup aussi des médias et comment les gens peuvent être matrixés par certaines choses. Où il vivait aussi dans son univers un peu mental. Voilà. C'est aussi Et deux ben, personnages coupés du réel aussi. oui, parce que l'autre, il est en plein chagrin amoureux. C'est vrai. Oui, non, mais et là, voilà, le retour au sushi, le Kohada sushi. On va en parler des sushis après, mais le sushi, c'est vraiment le symbole culinaire japonais parfait de la tradition, du savoir-faire, de la simplicité aussi. Mm. Et il y a un équilibre dans le sushi. Voilà, les Français vont bouffer ça dans les restos en mode. C'est beaucoup plus subtil au Japon, le sushi, quand même. Et ils n'en mangent pas forcément tous les jours, d'ailleurs, hein, des sushis au Japon. Mm. Loin de là, même. Loin de là. Et c'est une science et c'est un art en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce Oui. truc-là aussi où, comme tu le dis, il faut un équilibre, il y a une précision. Finalement, le fait qu'il revienne au sushi à la fin n'est pas anodin après son détour physique en fait. Je trouve ça intéressant de revenir à ça. Et en fait, il va trouver dans le sushi, je pense que c'est intéressant de poser ce symbole-là comme à la fois quelque chose qui, à elle, peut lui convenir parce qu'elle est dans cet état d'équilibre. Moi, je trouve que ce personnage-là, c'est vrai on a parlé de personnages en rupture avec le réel et tout ce qui l'entoure. C'est un personnage qui, pour moi, évidemment, est vraiment travaillé comme étant un personnage avec des troubles autistiques, en fait, avec des troubles du spectre autistique. Et il y a ce truc-là, en fait, dans cette manière, en fait, de la ramener finalement à un réel très simple, très mesuré, qui fait appel justement à sa fixation sur la physique, à sa recherche finalement d'un cadre très construit, très précis qui est la physique, et en même temps qui est une manière de l'amener, enfin il essaie de l'amener à travers ça, à se laisser aussi aller à ses émotions, à ses sens et à ses émotions, parce que c'était du goût aussi qui est important. Et il y a ce truc-là, en fait, finalement, le sushi, c'est un peu le truc qui va je dirais les regrouper tous les deux, qui va être un lien, qui va se tisser, qui est peut-être le lien définitif. Parce qu'ils ont du lien avant, mais au moins, il va lui tendre la main, il lui tend le sushi, et c'est ce qui va créer un petit peu ce lien, cette connexion, et je dirais presque ce Big Bang, en fait, finalement. Parce que pour le coup, la tension, l'explosion, elle advient par ce sushi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec tout ça, ça donnera la punchline finale du film en soi, hein. C'est que voilà, il va devenir le sushi man absolu, vraiment à fond dans son délire. Et il y a cette voix off où il dit et peut-être que je vais créer le meilleur sushi de l'univers. Genre, il y aurait peut-être sur des planètes lointaines des gens qui font des sushis aussi, peut-être. Je sais pas. Mais c'est marrant de Mickey un petit. Alors, je ne sais pas si c'est la fin du bouquin, hein. Si jamais il y en a qui ont lu le bouquin, dites-nous en Oui, commentaire, parce que lui, les adaptations manga, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, ça fait presque un pied de nez mickesque, même si on reviendra après, hein, sur ce qu'il y a avant la fin, dans cette voix off, qui peut-être. Alors, c'est aussi l'une des légères limites du film, c'est qu'à un moment, la voix off trop explicative, qui trop dit des trucs, qui va même répéter l'histoire de dualité, on avait compris, hein. Mais c'est pas grave. oui, Mais cette ouais. fin là sur le sushi, bon, ça, c'est le retour du Mickey simple, en mode bah, maintenant voilà, la vie, en fait, elle vaut le coup rien que grâce au sushi. Parce qu'il aime les sushis, peut-être, Mickey. Les sushis peuvent sauver le monde. C'est Ouais. tout ça. Et en même temps, c'est tragique, en fait, parce qu'il y a quand même cette histoire donc de l'ex, en tous les cas, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est ce jeune scientifique très très rigoureux, qui lui va se suicider. En fait, quand même, il y a Ouais. quand même cet élément-là où on le retrouve pendu, donc il y a ce plan assez dur, en fait, où il est, Oui, oui, qui décrit, est un peu étrange. Elle va en prison, elle est arrêtée, et donc c'est vrai. elle est mise pour donc on a ce truc tragique. Et en fait, c'est bizarre parce que la manière dont il le fait passer, c'est pour ça. Alors là, c'est vraiment une question que je me suis posée, en fait, c'est-à-dire qu'il alourdit pas du tout ça. Il y a ce plan effectivement un peu dur avec le mec pendu qui me fait aussi penser beaucoup à un plan de Cairo, en fait, sur la manière de travailler, notamment Et tu sais, le c'est très mannequin pendu. Kairesque, hein. Les Oui, oui, rapports numériques et tout, à tout certains à moments, fait. il y a un côté Kairesque. C'est une forme de fantôme enfermé dans son délire, qui va dans le numérique, parce qu'à un moment, elle s'enferme Oui, viralement littéralement. Oui. en vendant son corps, hein. Mais c'est vrai que parler du fantôme tout à l'heure, du jeune qui disparaît là, sur le flashback, c'est intéressant aussi. Il y a un travail là. Le retour à l'identité fait que Ouais. c'est des gens qui vivaient pas vraiment. Donc, l'idée fantomatique est là. Dans la société Ouais. japonaise, c'est souvent traité. Le deuil, le côté fantomatique de ne pas vraiment vivre pleinement les choses. Les salaryman, tout ça, là, Sans voilà. forcément être mort, en fait. Effectivement, c'est pas la mort qui amène cet état fantomatique, c'est la société, c'est le fait de ne pas ou de ne plus vivre, etc. Et là, ouais, il y a ces plans qui se succèdent un peu étranges. Et puis effectivement, on se retrouve dans ce resto à sushi qui a été refait, donc il a réembauché
ses anciens patrons, pour le coup, qui viennent là aussi. Il y a quand même cette idée aussi de promesse d'avenir sur la jeunesse aussi, de dire que voilà, la jeunesse est là aussi pour faire avancer les choses, pour reprendre la tradition, mais pour amener justement un petit peu pour amener leur folie, leur différence à cette tradition-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a toujours cette exhortation à avancer, à amener un peu de folie, tout en effectivement continuant et en faisant perdurer la tradition. Et encore une fois, ce truc, on l'a répété 30 fois au moins depuis les 30 épisodes qu'on a dû faire, entre tradition et modernité. Et il y a ce truc derrière, effectivement, où, et ce plan final, moi, que je trouve très beau, où finalement, donc, il est en train de faire ses sushis, il est très content de ce qu'il a fait. Et donc, elle, on suppose donc qu'elle est sortie de prison à ce moment-là. D'ailleurs, il va la défendre lors des trucs journalistiques, en fait, dans toutes les conférences de presse, pardon, qu'il va y avoir par la suite. Et tout un plan, justement, il y a où la caméra de télévision le saisit, lui, montant sur la table et essayant de défendre, de la défendre elle, malgré le fait donc qu'elle sera quand même incarcérée. Et donc, elle va venir, à la fin, c'est une des dernières images où on la voit finalement arriver dans le restaurant à sushi et sourire très progressivement. Il prend très longtemps, mais elle a le visage quand même très, très fermé. C'est pour ça que je parle quand même de troubles du spectre autistique dans le personnage, parce que je pense que c'est quand même comme ça qu'il a pensé, comme un personnage autiste. Et elle va soudainement connecter avec lui. Il va lui sourire, lui tendre le sushi. Alors, il lui tend le petit présentoir sur lequel il y a des sushis. Et donc, on reste, tu l'as très bien dit, le chant contre chant, on le rejoue ici, en fait, ce truc de chant contre chant. Sauf que là, elle ne va pas pleurer, elle va sourire. Et lui est en train de faire son art, pas de la musique cette fois-ci, mais des sushis. Mais finalement, c'est pas un sourire à la Battle Royale. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi, alors, un peu avant la fin, il y a ce qui résumait ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que je l'enlève, du coup, mais bon, il y a quelque chose, on voit, ça a été travaillé numériquement peut-être, mais peu importe. Cette idée de la perspective du science et de l'art. En gros, la vie, la création, il faut la voir, l'existence autour de nous, si on la voit par le prisme, on va traduire ça comme ça plutôt, de la science et de l'art, ou de l'art, ça vaut le coup de vivre le truc. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai, tu vas te balader, par exemple, dans la nature et tout, la nature. Voilà, ça c'est la première chose que tu vois. Mais en réfléchissant, c'est une forme d'art, c'est un art naturel. Mais aussi, il y a une idée scientifique de comment tout ceci s'est agencé. C'est quand vous tranchez, voilà, un arbre tranché, on voit cette idée de spirale qui fait que ça a vieilli. Tout est on parle de la spirale, on peut parler de Ito, tiens. Moi, je pensais que tu allais faire j'attendais une imitation de Zelda Rubinstein et la spirale, angoisse. Mais c'est vrai, cette idée que c'est hélicoïdal, les galaxies, tout ce qui est spirale, on retrouve le motif de la spirale partout. Et c'est intéressant parce que finalement, l'art est scientifique aussi. La création en soi est à la fois un geste artistique et scientifique. Et on contemple ce qui a été créé. Qui que ce soit, le hasard, un dieu ou une autre force, on ne sait pas, qui a pu créer notre univers, c'est quand même un acte de création et c'est beau. Voilà, comme ce coucher de soleil, ou se lever, plutôt un coucher de soleil, je pense. C'est beau. Voilà. Mais j'ai même, en plus, pour revenir à la question dont on parlait tout au début d'ailleurs, de la question du cinéma, en fait, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois, moi je pense à un métadiscours sur le cinéma, en fait, cadrer, faire un plan, travailler sur la profondeur de champ, sur les lignes de fuite, sur les points de fuite, etc. C'est de la physique aussi. Il y a aussi ça derrière, c'est de l'optique en fait. Et je pense que finalement toute cette beauté qu'on a quand on enferme quelque chose dans un cadre, finalement, parce que bon, je reviens pas sur l'anecdote de David Lean avec sa compagne quand elle regarde la mer et elle dit c'est beau, et puis lui passe devant, met ses mains ainsi, tel un cadre de cinéma, et dit non, maintenant c'est beau. En posant l'idée que justement c'est le cadre en fait qui va créer une beauté qui n'est pas présente dans la nature et qui va révéler quelque chose du beau. Je crois que c'est la compagne, oui c'est David Lynch qui dit ça à sa compagne si je me trompe pas. Pas confondre avec David Lynch. Pas David Lynch. Qui a joué John Ford, qui lui l'horizon en haut ou en bas, voilà bon, enfin, c'est pareil, ça dépend où tu places en effet le plan. C'est vrai. Et je trouve qu'il y a ce truc-là aussi où il dit que le cinéma c'est pareil en fait. Pour moi c'est ce qu'il y a quand il montre un plan comme ça, celui-ci, qui est très joliment composé. Et c'est que derrière tout ça, il y a certes la nature, parce que là il prend la nature, il prend aussi la technique parce qu'il y a la ville en dessous et donc l'urbanisation qui justement lié à le panorama fait un truc très joli. Mais ce choix, c'est aussi un choix de cadre. Ce choix de cadre, il est conséquentiel à des règles en physique et d'optique, etc., etc. Donc tout ça finalement est lié. La contemplation et ce que le cinéma peut apporter et révéler du réel, parce qu'il y a quand même cette idée, encore une fois, que le réel, la photographie comme le cinéma, encore une fois, le cadre, révèle quelque chose que je ne verrais pas s'il n'y avait pas le cadre.
parce que je vais le placer d'une certaine manière, parce que je vais choisir de montrer ça plutôt qu'autre chose, etc. Et que par exemple, si j'étais face à ce panorama-là, en fait, mon regard serait peut-être attiré par quelque chose. Non, là, ce que veut faire le cinéaste quand il pose son cadre, c'est attirer mon regard vers quelque chose et me faire voir son point de vue porté sur le réel. Et là, je trouve que c'est super intéressant parce qu'au-delà de la question de l'art, de la science, de la musique, de la spiritualité, Mickey nous parle de cinéma, en fait, derrière ça. Et bah, c'est sur ce plan-là, d'ailleurs, qu'on sort de la Qui est zone très beau. spoiler. Formidable. Mais oui, Mickey nous fait du cinéma, nous parle de l'acte de créer. Et c'est peut-être, du coup, l'un des Mickey les plus méta sur son art, au final, ce film. Alors, c'est pas évident, parce qu'évidemment, il faut passer au-delà des aspects physiques. Quand bien même c'est vulgarisé et de façon très artistique, justement, c'est ça qui est passionnant. Et là, dans cette conclusion-là, on le fait maintenant à peu près à chaque fois, comment situer ce film dans la filmographie de Mickey? Alors, il est 100% Mickesque. Déjà, alors, parce que certes, c'est une commande, certes, ça part dans tous les sens, à un moment, on voit le cahier des charges, mais le cinéma de Mickey, c'est ça aussi. À un moment, ça part à un truc peut-être qui doit lui échapper de base. Il laisse le truc s'échapper pour mieux le ramener derrière, voilà, avec son lasso artistique et Oh, c'est ses beau. obsessions, avec ses obsessions thématiques. Dire que quand bien même il accepte des scénarios, il en a accepté beaucoup des scénarios, hein, 3, 4, 5 par an parfois, mais peut-être qu'il a le choix aussi. Peut-être qu'il reçoit 20 scénarios sur la table tous les mois et qu'il dit là, je vais pouvoir faire quelque chose, là, oui. Mm. Et au final, derrière, il fait. C'est-à-dire que Takashi Miike est un bon faiseur. Le terme peut être Mm. péjoratif. Mais en fait, non, il le fait par rapport à son idéal artistique et ce qu'il veut dire aussi sur la société japonaise. Parce que, en soi, le film dit beaucoup de choses sur la société japonaise, entre le retour à la terre, la modernité. Le Japon, c'est ça. Hein. Il y a encore ces idées de tradition et tout, mais la modernité, elle est là partout, partout, à fond, à fond, à fond. Et c'est un pays qui nous a apporté énormément de choses technologiques et à la pointe du progrès. Hein, donc, Et je dirais en même temps, Mickey, il fait des compromis, parce que je pense qu'il en fait, évidemment, tu le dis très bien sur la question de structurel, au bout d'un moment, effectivement, il faut en revenir au cahier des charges. Et en même temps, je pense que quand la Toei vient le chercher, bah, ils savent qui vient chercher aussi. Ils savent qui vient chercher. oui. Et ils savent que de toute façon, et je me demande si évidemment, quand un prod va chercher Mickey, il y va quand même en toute connaissance de cause. Il va pas chercher, comme tu disais, un mec qui serait un faiseur au sens très large du terme, c'est un mec qui est vraiment là pour faire et qui va emballer un truc plutôt bien, correct, pourquoi pas efficace, voire pourquoi pas intéressant. Non, il va chercher un mec dont on sait que globalement, le mec il a une sorte d'élan punk continuellement et que c'est un mec que tu peux pas enfermer dans une boîte, c'est pas possible. Donc forcément, il y a quand même cette vision, je pense, d'un producteur de dire je vais pas chercher n'importe qui, je vais chercher un mec qui a une personnalité quand même très forte et je sais que parce que ce qu'il a fait jusqu'avant et qu'il a déjà fait pour pas mal de commandes, il va rentrer dans les clous, mais qui va faire quand même un film qui a de la personnalité malgré tout et il va pouvoir réussir. Donc je pense qu'il y a quand même ce truc-là où à la fois Mickey, il est capable de faire des compromis, mais en même temps en face on a des producteurs qui sait il va faire des compromis, mais il va y insuffler son truc et je ne pourrais pas l'empêcher d'insuffler son propre truc dedans. Donc c'est quand même super étonnant. Je trouve que en fait, je vais te dire un truc, j'étais peut-être plus réservé au début, je pense qu'après notre discussion, j'apprécie beaucoup plus le film en fait. Je trouve qu'il y a le fait d'en discuter a fait que j'ai envie de le revoir, mais hier soir déjà en le finissant, j'avais envie de le revoir. Mais là encore plus, j'ai envie de le voir. Je me trouve, tu vois, j'aime pas mettre des notes sur les films, mais sur Letterboxd, je crois que j'ai mis 3. Je pense que je mettrai un petit peu plus, tu vois, à la revoyure. Je pense que c'est un film qui va gagner au visionnage en fait, parce que première chose, je vais être débarrassé des inconvénients de la langue, qui fait que maintenant je sais à peu près où il va, etc. Et je serai moins à chercher tout le temps. Et deuxième chose, tout ce qu'on en a dit maintenant, grâce à l'échange qui a été fructueux, je le trouve encore plus intéressant, malgré effectivement les passages obligés, etc., qui sont là, mais qui ont de la personnalité. Finalement, même s'il fait ces passages obligés, c'est pour très vite revenir à du Mickey, finalement. Il dit, ouais, je fais ça, mais je fais ça juste pour y revenir après à mon truc. Je trouve qu'il y a plus de Mickey là que dans Terraform Mars, par exemple, où là, on sent qu'il a été peut-être beaucoup plus limité. Je pense pas que ce soit sa meilleure expérience personnelle à Mickey, Terraform Mars, par exemple. Après Terraform Mars, je pense qu'il y a le Mickey tel que quelqu'un qui imagine Mickey le voit. C'est-à-dire il y a le Mickey un peu superficiel et artificiel, c'est-à-dire qui fait le con, qui fait n'importe quoi,
et qui derrière forcément peine parfois. C'est vraiment le cliché qu'on peut avoir du cinéma de Takeshi Miike qu'on trouve dans Terraform Mars. Là, il y a le Miike finalement presque derrière l'image qu'on peut avoir de Miike parfois. C'est-à-dire ce côté où ça veut pas dire que ça ne se trouve pas dans les trucs où Miike fait de prime abord, ou en tout cas visuellement n'importe quoi. Ça veut pas dire que il fait n'importe quoi. Il y a toujours, on l'a déjà dit plein de fois, il y a toujours un fond. Mais là justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le Miike dans tout ce qu'il a de plus exigeant, on va dire, plus exigeant que faire des hommes qui se transforment en insectes, même si c'est rigolo, attention, j'aime bien. Non, mais un Mickey aussi, quand il touche à la jeunesse, il touche très juste aussi, je pense. Là, d'ailleurs, c'est la marginalité chez Mickey toujours, hein, d'une certaine manière. Mais là, il y a quelque chose qui connecte bien. Et dans cette idée de délire créationnel, alors là, il s'en est donné à cœur joie, en laissant forcément des trucs en suspens. Le film ne va pas vous chercher des réponses. Hein. Les réponses, elles sont sous vos yeux. Hein. D'ailleurs, c'est littéralement ce que Mickey veut dire avec le film veut dire, c'est que les réponses, il suffit de regarder, de comprendre, de se poser 2-3 questions vite fait, mais surtout après, de profiter des choses, que ce soit d'un bon plat de sushi ou d'une balade dans la nature. Et on voit ces fourmis humaines qui s'affairent à essayer de se conformer à la société, peut-être, parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on a été éduqué d'une certaine façon. Mais Mickey, il a été éduqué peut-être comme ça, il fait son cinéma, mais il n'oublie pas d'être un peu punk ou rock and roll à l'image de son personnage principal. Beethoven, un petit Beethoven rock comme ça. Un acteur qui se donne à fond, il se fait plaisir l'acteur, hein, tu le sens, hein, quand même, hein, cet acteur principal. Ah, mais il est génial. Et, ça fait partie de ça. Il n'était pas dans Cloud Zero et tout, il aurait pu, quand on y pense. Mais pour dire qu'il a une carrière, oui, très jeune, hein, très vite révélée dans un film triste. Je crois qu'il continue d'ailleurs sa carrière. Hein, vous pouvez, il a bientôt 40 ans. Voilà. Mais puis il a l'actrice en face qui, pour le coup, n'a pas fait grand-chose d'autre de très connu. Mais je crois qu'elle est, je sais pas si je me trompe, si elle n'a pas été mannequin ou quelque chose comme ça. Bon, bref, peu importe. Hein. Mais j'avais pas de page Wikipédia sur elle en français, mais en anglais, je crois que oui. Et alors, je vais vous le dire de suite. Bon, voilà, petit moment biographie, même si en fait ça sert à rien parce que vous auriez pu faire la recherche vous-même. Mitsuki Tanimura, qui est pas grand-chose en fait. Je suis en train de regarder. Elle est toute petite. Non, elle a fait quand même pas mal de films pour la télé aussi. Voilà. Je pense qu'elle elle a fait une des voix dans Summer Wars, qui est un des meilleurs Mamoru Hosoda, par exemple. Donc elle fait pas mal de voix pour des films d'animation. Elle a joué dans 13 Assassins, figure-toi. Ah, voilà. ok. Voilà. Donc je sais pas exactement ce qu'elle a joué dedans, mais elle y a joué. Mais voilà, non, elle n'a pas été mannequin du tout. Ni chanteuse pop, ni mannequin, parce que souvent il y a des actrices. Mais il y a souvent ça. Mais oui. Voilà. Mais non, elle, c'était une actrice qui finalement peut-être a eu autre chose aussi à gérer dans sa vie, mais en tout cas, elle continue sa carrière. Hein. Son dernier, c'est Unbound. Voilà, si vous connaissez Unbound, un film de Ryusei Yokohama. Voilà. Elle a joué dedans. Voilà. C'est des films qui n'ont peut-être pas traversé la frontière japonaise. Bon, je vais sortir mes rames, là. Je sors de la vase dans laquelle je me suis embourbé tout seul. Et un mot de la fin, voilà du Mickey à voir. Et on attend, vous, en commentaire, votre avis dessus. Parce qu'il a une sortie quand même, alors, DVD, mais peut-être pas en France, c'est pour ça qu'on a que les sous-titres en anglais. Il y a eu quand même des sorties dessus. C'est un film qui, d'ailleurs, peut être appréciable dans un large public aussi. Public occidental, américain, européen. Tout le monde peut y retrouver son compte. Mais ça fait partie de ces petites perles, souvent, qui passent pas les frontières. Ouais. Mais on est content d'avoir Mickey ensemble sur un film. C'est sorti tout seul. Mais c'est un film qui est toujours fantasque. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines. Parce que quand on voit la liste des films qu'on a encore, là, j'ai vu dans la liste, il y avait du Yataman, le fameux Andromédia en qualité pourrave, façon le démon dans l'île. Voilà, il y a des choses, mais il y a Agitator, il y a des trucs plein de Yakuza encore. Il y a plein de films comme ça. Oui, il y a plein de films de Yakuza, ouais. Et n'hésitez pas en commentaire à nous conseiller d'autres Mickey qu'on n'a pas forcément cités là, parce qu'il y a peut-être des Mickey tout cachés encore. Ils sont fascinants. On n'a pas fini avec Mickey. Il y a son prochain, voilà. qu'on espère, on verra si on peut le traiter ou en décaler quelques mois après sa sortie, peu importe. Cham, avant son Bad Lieutenant à lui. On attend toujours. Très très curieux aussi. Voilà. Mickey est toujours là. Et c'est ça qui nous fait plaisir.
Et je crois qu'il y a un film d'horreur aussi qui est prévu aussi d'ici quelques années aussi. Donc voilà, il a quelques projets encore. Il est effectivement moins actif qu'à une époque, mais il continue à tourner. Alors, s'il pouvait nous faire une sorte de remake de Massacre à la tronçonneuse, parce que c'est son film de chevet, je Ce crois. serait incroyable. Enfin, un remake, une relecture plutôt. Parce Une que relecture serait. Mais bon, parce qu'on va avoir pas mal de relectures. J'ai vu qu'ils vont refaire un remake de Freddy aussi. Ouais. Bon, il y a un truc. Il y a Curé Barker qui, a priori, est fait pressenti pour le prochain Massacre à tronçonneuse. Ah ben voilà. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Avec une famille de masculins toxiques et tout, potentiellement, ça peut, voilà, peut être très anti-Trumpiste comme film. Tiens, c'est intéressant. À l'orée du Trumpisme post-vérité à l'américaine, de faire un slasher dans une famille très, très Trump. Ça peut être intéressant. Tiens, je pose ça là. Ah, mais moi, je suis très curieux de le voir. Moi, je suis très, très curieux de le voir, ce mec-là là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant. Mais en tout cas, je crois que Ty West aussi a prévu une sorte de remake, je ne sais plus quoi. À vérifier, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça aussi. Bon, bref, l'horreur au sens large, mais Mickey toujours. Et avec Romain, on parle d'horreur aussi. Francophone, en tout cas française, mais pas que d'horreur, de genre fantastico, horrifico, SF, tout ça, sur les GOC. Et vous pouvez trouver Romain, il discute tout le temps avec plein de gens très variés sur des 10 horror movies, des gens dont on n'entend presque pas ailleurs parfois. C'est ça qui est bien aussi. Voilà. Et puis, après, tu continues ton cycle Argento aussi, je sais, avec Thierry. Que nous allons enregistrer d'ici très peu de temps, c'est-à-dire dans 2 jours. Thierry va souffrir avec certains Argento, là, mais bon. Oui, ça va être très dur. Là, on arrive encore sur une partie acceptable encore, mais je pense que là, c'est le dernier épisode vraiment qu'on va enregistrer dans lequel on a des films à peu près corrects. Voilà. Enfin, bon, les aventures sans cinéma sont sans fin et parfois on a de belles aventures, comme avec Quentin Dupieux. Voilà, c'est pour ça que je voulais quand même inviter, vu qu'on est là, au cas où des gens tombent random, qui ont l'habitude du journal de Mickey, qui a le journal. Allez absolument découvrir cet échange-là. Parce que c'est absolument passionnant. Voilà, je le reglisse avec Quentin Dupieux, et puis sur Arizona Junior que j'ai eu envie de revoir et que j'ai pu revoir à cette occasion-là, et que je trouve super. Donc voilà, je le fais sur cette vidéo, je fais de la pub sur ta propre chaîne, pour ta propre chaîne. Il faut y aller, c'est très bien. Quentin Dupieux qui est un peu le Takashi Miike français en termes de rythme, mais pas trop en termes de cinéma, c'est pas pareil. Mais que je pose la question à Quentin Dupieux. Connais-tu Takashi Miike? Ce serait très intéressant. Il est peut-être tombé sur Audition à un certain point, mais bon, après, voilà, à suivre. Bon, ce serait un crossover improbable, t'imagines? Ah, ce serait incroyable. On n'est pas prêt. Mais bon, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, subis sur nos apartés aussi. C'est toujours. Ces entretiens vivent aussi pour les apartés, les petits moments de délire. Ça va avec Mickey. Les imitations. Voilà, les petits trucs avec l'image, pas la bonne image qui est apparue au début, c'était très drôle. Tout va bien. Le Tilki sauvage qui apparaît comme ça de temps en temps. Je suis super content que le Tilki sauvage soit apparu. Et un jour, il y aura vraiment un GOC avec Tilki. C'est obligé. Alors là. Et je garderai un peu d'image. Je garderai un petit peu d'image pour son intervention. Voilà. Oui, faites attention à vos chiens. Déjà, en pleine période de chaleur, faites attention aux chiens aussi. On y pense rarement. Et si vous allez voir Evil Dead Bird, voilà, soufflez un peu après parce que c'est pas évident. Tiki sera très colère au visionnage quand il je pense. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à commenter évidemment sur Mickey, sur ce film en particulier, si vous avez lu le bouquin aussi ou autre. Et si vous êtes physicien ou musicologue, corrigez-nous et dites-nous en plus, on ne sait jamais. En vous disant à la prochaine. Ciao.